Alors, Damien Carême est député européen Europe Écologie Les Verts depuis 2019. Mais auparavant, il a été maire de Grande-Synthe, donc qui est une commune proche de Dunkerque, de 2001 à 2019, si je ne me trompe pas. Et il a également été vice-président à la transformation écologique et sociale de l'environnement et des transports de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc évidemment, ça nous intéressait d'entendre Damien Carême nous parler de ce qu'il avait pu faire en étant réellement aux responsabilités. Donc Damien Carême a notamment développé de nombreuses actions donc à Grande-Synthe et dans la communauté urbaine. Vous nous en direz plus sur l'alimentation bio dans la restauration collective, les transports collectifs gratuits, un revenu universel local, un accueil décent pour les migrants. Enfin, on a pas mal entendu parler de Grande-Synthe à ce sujet. La lutte contre les changements climatiques qui menacent sans doute toujours sa commune. Voilà. Donc, comme vous voyez, un panel d'actions intéressant. Et donc, on va essayer de profiter au maximum de votre présence sur Saint-Malo et de votre expérience. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir un timing un petit peu serré, parce qu'on va essayer de traiter 3 thématiques. Les thématiques que nous allons traiter, on les a mis dans cet ordre-là, mais bon, elles se recoupent évidemment. Mais en tout premier, on souhaitait parler de la gratuité des transports, parce que c'est quelque chose qu'on a inscrit dans vos propositions de campagne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. On oublie toujours quelque chose. Après le départ de Damien Carême, et avant de parler tractage, boitage, on vous présentera les 24 propositions de la campagne de la liste Saint-Malo, Cité Verte et Solidaire. Je n'aurais pas oublié parce que c'est quand même très important. Mauvais point. Voilà. Donc, dans les thématiques avec Damien Carême, la gratuité des transports, utopie ou cercle vertueux. Le deuxième thème, comment favoriser l'écologie urbaine, la végétalisation, les jardins partagés, d'une manière plus générale, une politique environnementale, l'accès à l'alimentation biologique, enfin, toutes ces questions. Et en troisième, donc les questions de délégation de services publics, et notamment autour de la question de l'eau, de l'assainissement, puisqu'il y a à Saint-Malo certaines parties qui sont en délégation de services publics, on pourra en parler plus longuement, et que ces contrats vont arriver à terme pendant la mandature, donc c'est une question importante pour les listes qui se présentent. Voilà, à chaque fois, Christine Bourcard, que je n'ai pas présentée, mais que vous devez connaître, qui est la tête de liste de Saint-Malo, Cité Verte et Solidaire, introduira la thématique. Après, on passera la parole à Damien pour une quinzaine de minutes. Je lui ferai les gros yeux si ça dure trop longtemps. Et on va essayer de préserver 10-15 minutes d'échange avec la salle après chaque thématique. Voilà les règles du jeu. J'espère qu'on va réussir à les tenir. Et puis on démarre pour ne pas perdre de temps. Donc Christine, peut-être sur la première question de la gratuité des transports. Voilà, donc je vais poser un petit peu cette problématique. Voilà, la question des mobilités cette année sur 2020 est au cœur des programmes pour les municipales, on le voit un peu partout. Cette question est complètement centrale, surtout à Saint-Malo. On voit aussi que la question des déplacements a provoqué l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, donc c'est une question. J'ai plus de batterie, donc je ne sais plus ce que je vais dire. Le papier. En gros, voilà, puis à Saint-Malo, on a une saison estivale importante et des grandes manifestations qui font qu'on a parfois un nombre énorme de voitures qui viennent provoquer une saturation de la circulation et des pics de pollution. Et du coup, c'est difficile de se déplacer dans Saint-Malo. À pied, en vélo, c'est compliqué également. Et on a tendance à prendre la voiture pour aller chercher une baguette de pain ou pour les moindres déplacements. Donc, on s'est posé la question on a plusieurs pistes de solutions, mais on aimerait que Damien nous explique un petit peu, lui, comment il a fait sur ces points-là. On commence à penser à des questions de démobilité, c'est-à-dire rapprocher les services et les commerces des habitants. On pense également réaménager l'espace urbain en stockant davantage les voitures dans des parkings relais à différents endroits en périphérie ou dans certains endroits de Saint-Malo, comme à la Croix-des-Îles, par exemple. Il y a un projet de parking relais. On a pensé également à la piétonisation des quartiers, de certains quartiers, notamment intramuros, de faire des voies aussi à 20 km, limitées à 20 km/h,
On a pensé à des autoroutes à vélo ou des voies rapides vélo pour traverser Saint-Malo, et puis renforcer la coulée verte, donc, qui est en cours de création pour traverser Saint-Malo à pied. Voilà. Et puis donc le dernier point sur la multimodalité, mon avant-dernier point donc, sur la multimodalité, c'est-à-dire l'idée de regrouper des points entre gare routière, gare ferroviaire, gare de covoiturage, parking vélo, vélo-bateau, vélo-train, enfin, donc toutes ces plateformes qui nous permettent de passer d'un mode de déplacement à l'autre. Et puis le dernier point, c'est la gratuité des bus. Donc on voudrait travailler à la gratuité des bus, mais on sait que c'est un chantier parce qu'il faut à la fois rénover l'espace urbain et peut-être, dans un calendrier sur une mandature de 6 ans, et ben, il faut peut-être commencer par améliorer de l'amplitude, la fréquence, ou rajouter des bus de nuit pour les actifs qui travaillent la nuit. Il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit à Saint-Malo, dans l'hôtellerie, la restauration et dans toute l'industrie. Et puis, il faut voir si on peut faire de la gratuité d'abord par tranche d'utilisateurs ou par tranche horaire, et puis progressivement aller vers cette gratuité. Donc, ma question pour Damien, c'est comment mettre en œuvre, c'est ce qui rejoint donc la question générale, comment mettre en œuvre un plan mobilité audacieux et efficace sur le territoire de Saint-Malo et Saint-Malo-Aglo? Comment aller vers la gratuité des bus? Par où commencer? Merci Christine et merci de votre invitation à partager, à échanger avec vous sur l'expérience qui est la mienne et de l'importance d'avoir cette approche écologique ou écologiste aujourd'hui dans ces élections municipales, parce que je pense que c'est réellement la bonne échelle pour répondre aux inquiétudes qui montent aujourd'hui. Je pense que je peux mettre debout parce que ça permet comme ça. Aujourd'hui, on est dans une période où, quand on discute avec les citoyens et les citoyennes, où les gens ont peur de ce qu'ils mangent, ils ont peur de ce qu'ils respirent, ils ont peur de ce qu'ils boivent, et ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, ils ont peur de faire des enfants parce qu'ils ne savent pas dans quel monde ils vont vivre. Et je trouve que c'est quand même assez catastrophique d'être dans une société qui vit de cette manière-là. Donc il faut qu'on les réassure. Et quand on prend tous ces domaines, l'eau, l'alimentation, l'avenir, en fait, la seule réponse que j'ai trouvée, moi, en tout cas dans ma ville, qui connaît, on est à 28% de chômage sur la commune, 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc des problématiques sociales extrêmement importantes, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est l'écologie pour répondre à ça. C'est l'écologie dans le logement, c'est l'écologie dans la mobilité, c'est l'écologie dans l'alimentation, c'est l'écologie dans les... Oui, la mobilité, je l'ai dit, mais dans l'éducation et dans l'éducation populaire, partout, dans l'énergie et dans le social, si on parle dans le minimum social garanti. Donc voilà, il faut faire de l'écologie la base de notre intervention politique, et c'est quelque chose de systémique, quelque chose qui doit être présent dans toutes les politiques publiques d'une collectivité. Je me concentre sur ce que tu me demandes sur les mobilités. Qui sont les personnes qui sont le plus en souffrance de mauvais transport en commun dans une agglo? C'est les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de voiture. Donc c'est les gens qui sont déjà socialement en difficulté. Donc ils sont complètement tributaires. D'ailleurs, on est allé tout à l'heure dans un restaurant et en arrivant, la dame qui nous accueille, elle nous dit ce matin, il n'y avait pas un bus avant 10h24. Et c'est un vrai problème. Comment on peut ne pas avoir dans une ville de bus avant 10h24? Ça paraît impensable. Les gens qui n'ont que le bus pour se déplacer sont complètement prisonniers de ce système-là. Donc il faut avoir un service public de transport en commun performant. Pourquoi? Pour combattre cette difficulté sociale, mais aussi pour réduire la place de la voiture en ville, donc pour avoir moins de gaz à effet de serre, pour rendre du pouvoir de vivre aux habitants. Moi, je parle plus de pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, c'est un acte, l'achat, qui est maintenant compulsif pour beaucoup, même s'il faut qu'on ait des euros pour payer les factures, pour faire face au coût de la vie, mais c'est plus que ça. Aujourd'hui, c'est avoir des achats raisonnés et de nous donner du pouvoir de vivre, parce que si on prend des transports en commun, on a moins de voitures, donc on émet moins de gaz à effet de serre, donc on a moins de changement climatique, donc on a de l'espoir de vivre plus longtemps sur cette planète. Donc parlons du pouvoir de vivre. Donc quand on s'attaque à la mobilité, en fait on s'attaque à tous ces champs-là, et on est multi-carte dans la mobilité. Tu as parlé de la mobilité pédestre, de la mobilité douce qu'on appelle ça, donc à pied ou en vélo, et les transports en commun derrière. Et après se pose le problème de qu'est-ce qu'on fait de la voiture si on interdit la voiture.
Si en ville, on peut faire ce choix-là, d'avoir des zones complètement interdites aux véhicules automobiles, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas des solutions alternatives à proposer à la population. On ne s'est pas posé complètement comme ça sur l'agglomération dunkerquoise. On se l'est posé d'utilité sociale, écologique, parce qu'on souffre beaucoup, effectivement, de la pollution atmosphérique là-haut. Et donc, on l'a posé comme ça en qualité de vie sur le territoire. Et je ne vais pas me limiter à la gratuité, parce que si on avait uniquement mis la gratuité sur le réseau tel qu'il ne fonctionnait pas avant, on n'aurait, malgré la gratuité, pas eu plus de personnes dans les bus. Pour que les gens prennent le bus, il faut qu'il y ait 3 critères, 3 paramètres qui soient remplis. Le premier, c'est qu'il faut un arrêt de bus à moins de 300 mètres de chez soi. S'il est à 500 mètres, s'il est à 600 mètres, on ne prend pas le transport en commun. Il faut qu'il y ait un bus qui passe fréquemment à cet arrêt de bus. S'il passe toutes les demi-heures, on ne prend pas le bus. S'il passe toutes les 10 minutes, 15 minutes maxi, on prend le bus. Et il faut qu'il soit fiable, ce réseau. C'est-à-dire que le jour où vous le prenez pour aller au boulot, pour aller à l'école, pour aller avoir un rendez-vous médical, et qu'un jour il met 12 minutes et que le lendemain il met 28 minutes, parce qu'il n'est pas en site propre, parce qu'il est coincé dans des embouteillages, parce qu'il y a plein de problèmes derrière, vous ne prenez pas le bus parce que vous n'avez pas confiance sur la fiabilité du dispositif. Donc quand vous réunissez ces 3 facteurs, là, vous redonnez confiance dans le réseau et vous pouvez dire que vous allez augmenter la fréquentation de ce bus. Et le pompon après, si vous voulez encore aller plus loin, c'est effectivement offrir la gratuité de ce réseau. Nous, c'est ce qu'on a fait. Le réseau était épouvantable sur l'agglomération, il n'avait pas évolué depuis les années 70. Et on a pris toute la carte de l'agglo, et en fait, ce qu'on a réussi à faire à la fin, c'est qu'on a mis 83% de toute la population de l'agglomération, puisque c'est une compétence d'agglomération, donc 83% de la population à moins de 300 mètres d'un arrêt de bus où les bus passent toutes les 10 minutes, et mettent maintenant le même temps à chaque fois pour aller au centre d'agglomération, si on prend ça en référence sur l'agglomération. Ça fait, le réseau est rentré en service en septembre 2018. Oui, 2018. Et aujourd'hui, on est à plus 89% de fréquentation sur le réseau de bus. Et on est surtout à moins 56% d'incivilité dans ce réseau de bus-là. C'est aussi important de le souligner, parce qu'on dit tout le temps que la gratuité, ça va entraîner une destruction du service, un non-respect par les utilisateurs du service. Au contraire, on a vraiment moins d'incivilité, il y a moins de tension dans les bus. Les chauffeurs nous témoignent, eux qui avaient un peu peur avant, qu'aujourd'hui les gens disent bonjour quand ils rentrent dans le bus. Et donc il y a aussi ce contrôle social, comme les bus sont plus occupés, il y a une forme de contrôle, d'autocontrôle qui s'opère dedans. Et puis surtout, il n'y a plus de caisse appliquée du chauffeur. Il n'y a plus d'attaque de chauffeur dans le bus comme on a pu en connaître auparavant. Voilà, nous on a instauré la gratuité dessus, c'est un choix de l'agglomération. Pour faire tout ça, ça nous a mis 5 ans. Parce que quand j'ai pris cette responsabilité-là en 2014, il a fallu qu'on lance des études avec des bureaux d'études spécialisés. On en a profité pour revégétaliser beaucoup d'espace. Par exemple, on avait un ancien canal qui, dans les années 70, avait été comblé pour faire du 2 fois 2 voies en pleine autoroute urbaine, en tout cas. Enfin, c'était comme ça que c'était vécu. Vraiment, ça coupait la ville en deux, l'agglomération de 2 côtés, avec des 2 fois 2 voies importants. Et là, on a réouvert le canal. On a replanté, on a fait du bus en site propre, on a fait du vélo en site propre sur cette voie-là, et on a mis la voiture sur le côté, sur 2 voies sur le côté. Et on a moins de circulation automobile aujourd'hui, puisque les gens sont dans le bus, donc du coup on n'a plus ces embouteillages, et on n'a plus non plus, les parkings du centre d'agglomération sont 2 tiers pleins, enfin 1 tiers plus vide qu'auparavant, donc maintenant on peut renaturer ces espaces qu'on récupère sur la voiture en ville. Donc, on a permis effectivement à la population d'accéder à ce transport en commun. Alors, on l'a fait en étapes. Au début, comme on a dû faire beaucoup de travaux sur l'agglomération, on a fait la gratuité que le week-end, pendant 4 ans. Week-end et jours de pollution, enfin week-end, jours fériés et jours de pollution atmosphérique. Et à partir du moment où le réseau est rentré en fonctionnement, on a ouvert la gratuité tout au long de l'année et tous les jours de la semaine. Il faut être vigilant parce que quand on crée ça, du coup, on crée une attente dans le réseau. Les gens, pour certains, alors il y en a qui n'avaient pas de véhicule avant, pour eux ça change la vie parce qu'ils ont des bus fréquemment maintenant et rapides et fiables, donc vraiment ça change leur quotidien. Et puis moi, il y a des gens que je connais, des secrétaires qui travaillaient avec moi à la mairie, qui ont revendu un 2e véhicule parce qu'ils peuvent prendre le bus aujourd'hui. Et ça, c'est 4 500 € qu'on rend en fait en pouvoir d'achat aux gens, puisque le coût de possession d'une voiture, c'est à peu près 4 500 € par an. Donc c'est pas négligeable dans un certain nombre de familles.
Pourquoi je disais ça? Pourquoi j'étais parti de là? On a fait la gratuité le week-end, on fait des jours fériés et gratuité totale par la suite. Ah oui, on crée une attente du réseau, parce que quand on se sépare même de sa voiture, on pourrait faire le choix de ne plus avoir de voiture du tout, parce qu'on a les transports en commun. Et ben après, il faut assumer que les gens, s'ils veulent aller au cinéma le soir, ils n'aient pas besoin de leur voiture. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait, à certains moments de la semaine, des créneaux horaires où on garde le bus tard le soir jusqu'à 23h ou 23h30, les gens sortent du cinéma, d'un resto après et qu'ils puissent retourner chez eux. Donc les week-ends, on a augmenté aussi les plages horaires pour pouvoir répondre à cette demande-là. Quand il y a des gros événements sur l'agglomération, on a un gros carnaval sur l'agglo, et on met des bus là parce que les mecs sont tous bourrés, donc il vaut mieux qu'ils soient en bus qu'en voiture. Donc ça, c'est... Enfin, voilà, il faut qu'on mette l'accent sur un certain nombre de choses. Il faut qu'on regarde aussi quand est-ce qu'arrivent les trains à la gare. Que s'il y a un train qui arrive à 22h30 et qu'il n'y a plus de bus, parce que le réseau se termine à 21h30, c'est tout con. Mais voilà, il faut qu'on soit sûr qu'on ait un bus qui parte au moment où les derniers trains arrivent et parcourent l'agglo. On n'a pas besoin d'avoir 10 réseaux, 10 lignes, mais ils parcourent l'agglomération, mais un peu plus de temps pour rentrer, mais au moins les gens sont sûrs quand ils arrivent à la gare d'avoir un bus. Et même chose le matin, il faut regarder à quelle heure les trains commencent à partir le matin pour avoir le réseau de bus qui accompagne ces réseaux-là, assurer l'intermodalité en fait entre tous les modes de transport sur l'agglomération. Voilà, c'était un exercice qui était long, fastidieux, qui a nécessité, moi j'ai fait au total 30 et quelques réunions avec la population de l'agglomération pour leur donner au départ les orientations du réseau, qu'est-ce qu'on voulait en faire, et après d'aller les revoir en disant voilà comment on a travaillé, avec vos observations, voilà ce qu'on a fait, voilà comment le réseau va fonctionner, pour être sûr que la population suivait les choses et que ça intégrait les demandes. Il y a des demandes toutes bêtes, quand on fait du site propre. Donc ça veut dire que le bus, maintenant, il passe à travers les ronds-points, on a fait des routes à travers les ronds-points, la circulation automobile s'arrête, quand le bus arrive, les feux passent au rouge pour les voitures, ils passent en travers, ils sont prioritaires aux intersections. Donc en fait, le bus freine beaucoup moins dans la circulation. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable aussi pour les personnes âgées. C'est une chose que je n'avais pas, mais les personnes âgées nous disaient, mais le réseau de bus est fou, on doit tout le temps se tenir, on est tout le temps basculé parce qu'on s'arrête, on est dans les embouteillages, donc on s'arrête, on commence, on s'arrête, on commence. Mais le confort aussi a été amélioré dessus. Et puis on a profité aussi pour faire on a recommandé des bus, parce que le réseau est plus important maintenant, pour le rendre accessible à toutes les personnes à mobilité réduite. C'est aussi travailler sans exclusif, ça aide aussi les mamans qui ont des landaux pour rentrer dans le bus. Ben voilà, quand on retravaille le projet dans sa totalité, on travaille sur tous les champs, en fait, sur beaucoup de compétences derrière, et ça a beaucoup de conséquences. On le voit, que ce soit social, que ce soit environnemental, que ce soit social, environnemental et enfin, peu importe, économique. Ce que ça induit aussi derrière, parce qu'on a injecté beaucoup d'argent, grosso modo, le réseau avant coûtait 35 millions par an en fonctionnement, aujourd'hui il va coûter 45 millions par an. Parce qu'on a multiplié le nombre de bus, on a embauché 35 chauffeurs, donc oui, il va coûter plus cher le réseau, mais au moins il répond à une demande. On dit, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai, mais que coûte la circulation automobile? On ne prend jamais le problème de je fais rien en transport en commun, qu'est-ce que coûte la circulation automobile? 60 000 morts par an liés à la circulation automobile en France. Si on réduit la circulation automobile, moins de morts, un mort c'est beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent à la société française. Donc on ne prend jamais le côté qu'est-ce qu'on fait faire comme économie en termes sanitaires, en termes de mortalité en France, mais uniquement on est tout le temps fixé sur des coûts économiques d'un service ou d'un système, mais ce service pour moi, et je ne parle pas de la perte de biodiversité, je ne parle pas de la mauvaise qualité de l'air, enfin de plein de choses derrière qui sont attenantes à la circulation automobile. Donc il faut aussi qu'on modère le coût par l'économie que ça fait faire. C'est quelque chose qu'on n'estime jamais, mais qui repose sur le collectif. Et après, une fois qu'on a fait ça, donc on paye plus cher le réseau, on met plus d'argent public dessus, parce qu'il y a plus de gratuité et qu'on a augmenté les dépenses, mais c'est un choix politique que l'agglomération a fait derrière. Après, comme on fait ce choix-là, il faut être vigilant sur la suite. C'est-à-dire que quand on fait le plan local d'urbanisme de la ville à l'échelle de l'intercommunalité, vous savez, là, définir les zones où on va faire des constructions de maisons, où on va faire du développement économique, etc. Tout ça, on fait tous les, je sais pas quoi, 6, 7, 8 ans, des plans locaux d'urbanisme sur les collectivités. Ça veut dire qu'on n'autorise la construction de maisons qu'autour des axes de transport en commun. Parce que si vous vous étalez, eh ben vous devrez faire des lignes de bus qui vont aller plus loin et ça vous coûtera encore plus d'argent public. Donc comme il faut être respectueux quand même de l'argent public qu'on a et de la bonne gestion, eh ben, vous faites en sorte que vous ne concentrez
la population et les constructions qu'autour de ces lignes de bus. Donc c'est un truc c'est un sujet qu'il faut avoir en tête au moment où on fait ces plans locaux d'urbanisme, parce que c'est extrêmement important d'économiser les surcoûts, parce qu'on n'en parle jamais, ça aussi, hein, quand on fait du périurbain, des lotissements sur des parcelles de 500 ou 1000 mètres carrés, tout ça coûte beaucoup d'argent public en assainissement, en ramassage des ordures, en distribution de transport en commun, mais il faut évaluer tout ça pour éviter ces coûts-là par la suite. Donc il faut il faut un peu serrer, c'est le moyen d'éviter cette propagation et le fait qu'on artificialise un département par an en France à peu près au rythme où on construit dans la campagne aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire sur la mobilité, comme ça je suis dans le temps. Et je ne sais pas, après il y a des questions je pourrais répondre à d'autres questions, mais je ne vois pas plus derrière. Sur les zones 20 km/h, oui, on peut même retirer la circulation, on peut faire des choix de retirer la circulation. Et encore une fois, là on parle souvent de ouais, mais les gens râlent, ouais, mais passer de 50 à l'heure à 30 à l'heure ou à 20 à l'heure. Ils ont fait des calculs, hein, sur 2 km, on perd 15 secondes, je crois. Donc c'est que là, derrière, on a l'impression que c'est arrêté, mais c'est rien en temps. Et il faut calculer plus en temps pour dire, bah, tiens, je vais mettre combien de temps de tel point à tel point dans la ville si on passe la circulation automobile à 30 km/h ou 20 km/h, et on voit que c'est rien du tout. Est-ce qu'on est à 10 secondes près ou 20 secondes près dans la vie? Je ne pense pas. Donc voilà, il faut faire de la pédagogie, parce que la voiture, c'est quand même quelque chose assez sacré encore en France, hein. C'est un outil de référence sociale, c'est plein de choses, donc il faut faire attention à bien accompagner les choses, mais quand on a un service à côté, quand on propose un service de qualité à côté, on peut se permettre d'avoir des restrictions plus fortes. Je parlais de zones pour parquer les véhicules à l'extérieur. Ça ne marche que si les gens prennent le bus pour rentrer dans la ville après et puissent se déplacer correctement dans la ville pour aller d'un endroit à l'autre sans leur voiture qui est à l'extérieur. Christine, tu as des choses à ajouter? On passe la parole à la salle, oui. On est dans un débat à 3 voix. Donc vous faites partie des intervenants. Donc si vous avez des questions. En essayant de parler, tu es tout près, donc tu peux venir. Après, le micro, malheureusement, est avec un fil. Oui, à Saint-Malo, tous les parkings sont payants. Le problème, c'est s'ils prennent le bus, ils sont obligés de prendre un ticket, et s'ils n'ont pas assez de temps, ils prennent une amende. C'est ça qu'il faut dire. Il faut éliminer ces parkings payants, mais comme la mairie a signé pour 12 ans, c'est foutu, comme on dit. Mais non, mais je dois avouer que venant du Nord, j'avais pris ma voiture pour venir à Saint-Malo. Ben ouais, et pour rentrer dans la vieille ville, je me suis garé dans un parking qui est juste en bas des. Alors, je sais pas, je ne vais pas vous expliquer, en bas des remparts. Et j'ai trouvé ça mais complètement dingue. On fasse un parking à cet endroit. Historiquement, mais ça, il faut l'arrêter, il faut le virer. Il faut que les parkings ils soient beaucoup plus en amont et qu'on ait un système pour y aller à pied. Moi, j'ai pas voulu y aller à tout prix en voiture, c'est parce que je n'avais pas de solution avec la voiture, mais si on m'avait dit le parking il est là-bas, puis après vous avez des navettes pour vous ramener dans la ville, j'aurais pris ce système de navettes. Mais ça, c'est un truc. Enfin voilà, il faut. Et à la limite, on les rend plus bienveillants quand on est à l'extérieur, parce que les gens, il faut bien qu'ils viennent à Saint-Malo à un moment donné. On ne peut pas les pénaliser sans arrêt. S'ils font un effort entre guillemets, même si l'effort est supporté par la collectivité, si on met des systèmes de navettes pour aller dans la ville, voilà, on fait des parkings à l'extérieur et on met ce qu'il faut pour que les gens puissent aller dans la ville. Mais c'est des hérésies, ces parkings qui prennent des places, où on laisse la mer, je ne sais pas ce qu'il y avait à la place avant ce parking-là, mais il faut, où on revégétalise, enfin bref, il y a plein de choses à faire plutôt que de faire du parking automobile, qui reste vide quand même la plupart du temps. Là en hiver, je suis pas sûr que le parking soit plein. Les vacances ont commencé là. Oui, c'est les vacances. Il y a la fête foraine en ce moment. De vacances. Et on a fait un parking souterrain. En plus, à cet endroit, ça a fait la place. Je vais essayer, sinon il faut essayer de parler fort. Vous avez parlé d'abord d'un certain nombre de réunions de co-construction. Je pense que c'est très important. Et vous avez terminé en disant qu'il faut faire de la pédagogie. Et là aussi, je pense que ces deux points-là sont fondamentaux pour permettre que ça se mette en place sans trop de difficultés. J'ai une question assez proche de Françoise.
Je vais la compléter. C'est bon je voulais te demander comment tu t'y es pris pour associer les gens, parce que, je veux dire, tu l'as dit toi-même, la voiture, j'allais dire pour faire un mauvais jeu de mots, qu'est-ce que ça véhicule? C'est symboliquement chargé de sens et de représentation sociale. Et donc, comment tu t'y es pris pour associer les gens? Parce que je connais un petit peu Dunkerque, je ne connais pas Grande-Synthe. Est-ce qu'il y a des comités de quartier? Est-ce qu'il y a des conseils extra-municipaux, des commissions? Comment ce cheminement qui était le tien a pu être acté avec les habitants? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. En gros, les outils de la démocratie, on a essayé de décliner ça aussi dans notre travail là, tous ces derniers mois. Donc, quels outils on peut se donner pour toutes sortes de projets, notamment sur l'urbanisme, mais aussi les mobilités. Voilà, comment on travaille avec les gens. Donc, Damien. Non, mais c'est là, ce que je disais tout à l'heure, c'est la co-construction du projet avec les habitants. Nous, on a dit, la communauté urbaine souhaite investir dans un réseau de transport en commun performant. On n'a pas eu beaucoup de mal à convaincre l'agglomération qu'il fallait refaire quelque chose sur le réseau de transport parce qu'il était extrêmement mauvais. Et après, les premières séries de réunions, c'est qu'on y allait comme ça en disant, voilà notre intention, voilà ce que disent toutes les études sur le transport, ce que je vous disais tout à l'heure, à moins de 300 mètres, la fréquence, la régularité, voilà ce que disent toutes les études, et écouter la population qui nous disait, ah bah ouais, mais nous, les arrêts sont trop loin, les personnes âgées qui disaient, mais c'est l'inconfort dans le bus, le problème de la sécurité dans les transports, il y avait plein de remontées d'informations comme ça, et en même temps, les habitants, mais comme les élus d'ailleurs, moi je n'étais pas un spécialiste du transport quand j'ai pris ça, simplement moi de toute façon, en plus, l'élu n'a pas à être un spécialiste de tout. L'élu, il a donné des directives politiques en disant on réduit la place de la voiture, on fait du transport en commun. Voilà, l'élu, il est comme ça. Puis après, il a plein de bureaux d'études, plein de techniciens qui sont des spécialistes et sur lesquels on s'appuie pour monter les projets. Et donc, fort de ce recueil, et ça j'ai fait, alors c'est pas un quartier parce que c'est une agglo de 250 000, enfin 200 000 habitants, il y a 20 communes, j'ai fait une réunion par commune autour de ce projet-là. On a récolté toutes les données des gens et après on a fait bosser des bureaux d'études spécialisés dans les mobilités avec un paysagiste. Et c'est d'ailleurs le lancement de l'appel à candidature, parce qu'on a dû lancer un marché public pour retenir le bureau d'études. En fait, on a voulu un paysagiste qui s'adosse à un spécialiste du transport. Parce qu'on voulait renaturer en même temps qu'on faisait le réseau de transport en commun. Et ça a fait des transformations vraiment extrêmement intéressantes sur le réseau. Donc on a tenu compte de toutes ces observations en le remettant après dans la réalité de ce que doit être, de comment ça doit fonctionner. Et voilà, et on est retourné une deuxième fois avec là, du coup, les plans, les visuels de ce qu'allait être le réseau par la suite. Et on n'a pas eu... mais les gens, enfin je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que la voiture c'est encore un indicateur social pour un certain nombre, mais quand même de moins en moins. On se rend compte aujourd'hui, même si beaucoup de gens achètent des SUV, des machins, que s'ils peuvent se passer, parce qu'ils se rendent compte que ça coûte cher une voiture, que malheureusement, comme le pouvoir d'achat n'augmente pas dans la population, la voiture, on se rend compte que c'est un poste dans le ménage qui coûte beaucoup d'argent tous les mois, et que si le public, la puissance publique peut m'éviter cette dépense-là, je vais regarder ce qui se passe à Paris. Les bus sont bondés, le métro est bondé, les RER sont bondés, il y a aussi beaucoup de voitures parce il manque encore du transport en commun sur Paris, mais les gens, à Paris, intramuros, ils n'ont pas de voiture. Donc ils se déplacent sur les transports en commun. Donc si vous faites des transports en commun performants, je pense que la place de la voiture sera réduite. Mais il faut qu'il y ait cette compensation-là. Il faut qu'on mette en œuvre les dispositifs pour le faire. Donc il n'y a pas de recette, il y a d'avoir une offre de services importante à côté pour que les gens adhèrent. Si vous pouvez essayer de poser votre question sans micro, parce que je ne vais pas pouvoir vous l'amener. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment avez-vous financé les 10 millions, le plus, et est-ce que vous avez fait des économies, par exemple, ou est-ce que vous avez demandé une participation plus importante aux entreprises qui financent très fortement aujourd'hui le transport collectif? Comment avez-vous fait pour financer ce surcoût? Alors on n'a pas augmenté, ce que vous dites que les entreprises financent, c'est ce qu'on appelle le versement transport, qui est un des modes de financement du transport sur les agglomérations. On a un pourcentage en fonction de la performance du réseau qui peut aller jusqu'à 2%
2% en fait, de la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés. C'est comme ça qu'est calculé le versement transport, sauf les entreprises qui organisent elles-mêmes leur transport. Nous, on a des gros industriels, ArcelorMittal par exemple, qui a son propre réseau de transport et qui ne cotise pas dans ce versement transport. La centrale nucléaire de Gravelines non plus, parce qu'ils ont leur propre bus, leur réseau de bus. Donc voilà, toutes les autres entreprises cotisent. On n'a pas augmenté, on est à 1,55, on pourrait aller à 2, à 55%, et on n'a pas augmenté le versement transport. Moi, j'ai dit au président qu'il fallait l'augmenter, il n'a pas voulu. Il trouve qu'on fait déjà payer les entreprises, il trouve qu'on fait beaucoup de cadeaux aux entreprises et qu'on pourrait avoir un retour là des cadeaux qu'on fait. Mais bon, c'est une idéologie différente de celle du président. Donc en fait, ces 10 millions, on les a pris sur le budget, on n'a rien augmenté d'autre, on l'a pris sur d'autres politiques qu'on n'a pas fait. On aurait pu, ces 10 millions, ils auraient pu servir à, je sais pas quoi, payer une équipe de foot, une équipe je sais pas quoi, des banquets, autre chose, mais on a fait le choix politique de les mettre dans le transport à l'échelle de l'agglomération. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Et on a eu la majeure, enfin presque l'unanimité, il y a une voix qui a manqué sur les 80 membres, c'est celle de l'extrême droite. Le seul représentant de l'extrême droite, c'est lui qui a voté contre la gratuité des transports, contre la réforme de l'extrême. Quelle était la part des achats de tickets, d'abonnements, etc., dans le budget global par rapport au budget 10%. La contribution des entreprises. Même pas, enfin non, un peu plus de 10%, c'était sur un budget de 35 millions d'euros de la totalité du réseau. On avait 4 millions de recettes de la billettique. Et de versement transport, je ne sais plus combien. Mais on mettait déjà pratiquement l'intercommunalité 10 millions pour compenser le réseau de transport. On avait déjà une grosse compensation puisque la billettique ne remboursait rien. Donc c'est vrai que ce qui nous coûte plus cher, c'est d'avoir rendu performant le réseau, mais si on était resté sur le vieux réseau gratuité, on n'aurait payé que les 4 millions de la billettique supplémentaire. Là, on a décidé d'augmenter, mais pour réellement avoir une action environnementale extrêmement puissante sur l'agglomération. Et il faut qu'on se garde, parce que j'ai eu le retour cette semaine, vous l'avez peut-être vu dans la presse, sur Niort qui a lancé aussi la gratuité dans les bus. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas augmenté leur... Comment ? Ils ont même dégradé, semble-t-il. Oui, parce que justement, comme ils ont mis beaucoup d'argent sur la gratuité, ils ont fait moins de services à la population. Et bah, du coup, ça n'a pas de succès à Niort. Là, nous, on a décidé d'amplifier. Et ça n'enlèvera rien non plus, parce que je sais que le groupement des autorités de transport en France, parce que toutes les intercommunalités sont réunies dans une fédération en France, et eux sont contre la gratuité. Parce qu'ils disent que, comme on va mettre beaucoup d'argent sur le fonctionnement, pour payer la gratuité, on ne va plus remplacer les bus, on ne va plus avoir les investissements nécessaires. Nous, on s'est gardé de faire de l'investissement. Par exemple, on est aujourd'hui encore sur 150 bus qui circulent, il y a encore 50 bus au gasoil. On a décidé de tous les remplacer, et même on en achète 8 à hydrogène. Donc on veut aller plus loin, et donc ils seront tous au biogaz dans les 4 ans qui viennent, parce qu'il faut le temps de l'amortissement du matériel, et dans les 4 ans qui viennent, on n'aura plus de bus au gasoil sur l'agglomération. Ça aussi, c'est important. Il ne suffit pas de se dire on remplace par du bus, mais à quoi roulent les bus si c'est pour envoyer des particules fines, ça ne sert pas à grand-chose. Si j'ai bien compris, on ne doit pas avoir un bus à plus de 300 mètres de chez soi, ce qui veut dire qu'il y a un arrêt tous les 600 mètres. C'est à peu près ça, ouais. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup d'arrêts ? C'est très resserré. Ah oui ? Ben ouais, mais c'est la règle, ça, c'est prenez des rayons, ouais, autour. Ouais. Non, oui, tous les 600 mètres, ouais. Non, c'est un arrêt tous les 600 mètres. C'est bien ça. Et au moins 2 fois plus d'arrêts qu'actuellement, je pense. 2 ou 3 fois. Alors, on n'est pas à 50 mètres près, mais bon, c'est à peu près ça sur l'agglomération. Et après, quand je dis qu'il n'y a pas 100%, c'est parce qu'après, il y a des villages qui sont concernés, mais on sait qu'on a 2 montées par jour dans le transport en commun. On ne va pas mettre un arrêt tous les 300 mètres là où il y a 2 personnes qui rentrent. Parce que quand vous faites un arrêt, vous dégradez la rapidité du réseau. Puisque le bus doit ralentir, s'arrêter, faire monter la personne, repartir, et ça fait 30 secondes à 1 minute à chaque fois. Et quand vous êtes en coup de chaîne, sur autant d'arrêts, ça vous fait un quart d'heure de plus au bout, quoi. Donc, il faut être... Et c'est ce que je vais demander aux maires aussi, parce qu'ils me demandaient tous plein d'arrêts dans leur ville. Je leur dis, mais on verra, on va faire un test. Donc on va accentuer le nombre d'arrêts et la fréquence, mais s'il n'y a pas plus de passagers d'ici 1 an, on arrêtera, on réduira, parce que ça ne sert à rien d'aller mettre si les gens ne veulent pas prendre le réseau de transport en commun. Ça ne sert à rien d'avoir une dépense publique qui ne soit pas utilisée correctement. Donc on a dit avec les maires qu'il faut aussi avoir un langage de vérité entre nous, de se dire on peut supprimer un arrêt si l'arrêt, parce qu'on a des stats maintenant, on a équipé les bus aussi
On sait exactement combien de personnes montent à chaque arrêt, où elles descendent, etc. Il y a des compteurs des compteurs en fait quand on rentre dans les bus, et comme ça on a une observation quotidienne de la fréquentation du bus. Et on sait à tel arrêt, il y a autant de personnes qui montent, et c'est que le matin ou l'après-midi, on peut suivre ça de manière très fine. Et donc vous avez réussi à supprimer certains arrêts de bus? Pas encore, parce que ça fait un an, un peu plus d'un an. Moi je suis parti au mois de juin, donc ça faisait 10 mois que le réseau, et je ne l'ai plus, donc je n'ai pas demandé de nouvelles depuis. Mais de toute façon, il faudra rationaliser, parce qu'effectivement, comme on injecte 10 millions, à un moment, on va regarder si c'est bien utilisé, est-ce qu'on peut rattraper des choses. C'est normal, ça. Dans toutes les politiques publiques, il faut qu'on évalue ce qu'on fait pour pouvoir aller derrière. Après, je pense qu'il peut y avoir une solution pour récupérer de l'argent. Je pense qu'il peut y avoir une petite solution pour récupérer de l'argent par rapport à forcer les gens à prendre le bus, c'est faire payer les entreprises. Ça peut être péage urbain. Ça peut être un péage urbain qui pourrait justement accentuer le système de bus, même si personnellement, moi j'étais contre, mais bon, c'est mes convictions personnelles, mais je pense que pour rentrer dans un système comme ça, pour revenir sur un système écologique, limiter la voiture dans des villes qui sont comme des villes de Saint-Malo, qui sont très touristiques, ça pourrait peut-être permettre de laisser les voitures vraiment en extérieur et de profiter des bus. Alors comme on a déjeuné ensemble tout à l'heure, on a déjà eu l'amorce de ce débat-là, sauf que là c'est que les riches qui auront le droit de rentrer, quoi, qui vont se payer ils vont payer eux, et ils vont rentrer avec leur voiture. Et moi je suis pas favorable qu'on mette des péages sur les autoroutes, parce que les camions aujourd'hui, on paye pour des camions étrangers, pour des boîtes étrangères. Enfin moi, je vois le trafic qui passe sur l'autoroute sur ma commune qui vont à Calais, donc c'est des mecs qui viennent de Lituanie ou de Pologne qui transportent, et c'est nous qui payons les routes sur lesquelles ils roulent, ils ne payent pas. Donc, je me dis que là, c'est pas juste. Et là, on va se payer ces transports-là, c'est une chose. Que les habitants soient obligés de payer derrière, moi ça me gêne. Parce qu'ils les payent déjà dans leurs impôts, donc ils payent deux fois, les autres ils ne les payent pas dans leurs impôts. Donc c'est pour ça que je suis favorable au péage routier sur les autoroutes, et sur les routes nationales d'ailleurs. Mais dans une ville, vraiment les questions de péage, ça permet aux riches de continuer et aux pauvres d'être exclus. Et ça, moi j'ai du mal avec ça. Donc, moi je suis pour qu'on l'interdise et qu'on mette un dispositif alternatif à l'utilisation de la bagnole. Alors, je pense qu'on va enchaîner, oui, Joël, et ensuite on va arriver sur notre deuxième séquence donc, de questions. C'est pas intéressant parce que votre agglo fait 200 000 habitants, la zone urbaine elle fait combien par rapport aux 200 000? En fin de compte, est-ce que vous avez une ville, donc c'est Dunkerque, c'est ça? Et autour moi c'est Grande-Sainte, et l'agglomération c'est la communauté urbaine de Dunkerque qui fait 200 000 habitants. Oui, c'est ça, mais je veux dire, Dunkerque, et autour vous avez des communes qui sont en périurbaine, ce qui fait que vous avez combien d'habitants dans cette partie qui n'est pas rurale par rapport aux 200 000? C'est ce que je veux dire. Alors, la ville de Dunkerque, c'est 96 000 habitants. Il y a un certain nombre, il y a 20 villes autour qui font au total 200 000 habitants. Et dans ces 20 villes qui sont autour, on a des communes urbaines, des communes rurales. Dans l'agglomération dunkerquoise, dans la communauté urbaine de Dunkerque, on a aussi des communes rurales qui ont des villages de 500 habitants ou 1500 habitants. Plus on a de densité, ah bah oui, on est d'accord. Ah, ouais. Ah bah oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça aussi qu'on se bat sur les maires de l'agglo qui veulent faire des lotissements, on veut en voilà, parce qu'on lui dit mais t'es gentil, mais tu nous fais payer nous à la collectivité tous les frais inhérents à l'aménagement, à la voirie, à l'assainissement, au ramassage des poubelles, au transport en commun qu'on devra mettre derrière, et ça vraiment il faut qu'on l'ait. Et maintenant dans le plan local d'urbanisme, on a fait une grille d'évaluation pour justement englober tous ces coûts-là. Et donc après, on voit que tel projet qui se fera à tel endroit, lui il est en rouge, parce qu'il va coûter très cher à la collectivité. Et non seulement on le fait sur le plan de l'équipement public qui est à mettre en œuvre, mais on le fait aussi parce qu'on a délimité des zones qui sont non constructibles, parce qu'on a regardé la carte des pollutions atmosphériques et la carte des pollutions par le bruit dans l'environnement, et on interdit les constructions là où il y a de la pollution atmosphérique et où il y a trop de pollution sonore. C'est notamment le long des autoroutes, parce qu'un décibel de plus dans l'environnement, c'est 10% de risque cardiovasculaire supplémentaire. Et donc il faut qu'on tienne compte de ces phénomènes-là quand on construit un plan local d'urbanisme. C'est des choses qu'il faut savoir pour savoir où on met les habitants. Et encore une fois, quand je disais tout à l'heure, c'est les pauvres qui trinquent. Regardez qui vit autour des périphériques à Paris. Ils se prennent la pollution, ils se prennent le bruit des périphes. C'est que les pauvres. On ne va pas mettre de lotissement autour d'un périphérique. Alors, si tu veux bien, Damien, du coup.
La deuxième séquence, c'est voilà, on fait le constat à Saint-Malo que la couverture végétale est de 11% alors qu'elle est partout ailleurs de 20%. On trouve même 20% ce taux-là assez faible. Le territoire de l'agglo, c'est plutôt un territoire de bocage plutôt que forestier, mais malgré tout, on aimerait bien reforester notre ville. Il y a peu de vergers, c'est plutôt un territoire maraîcher. On voudrait également... Donc on voudrait à la fois du coup prolonger cette voie verte là, qui traverse Saint-Malo mais qui n'est pas continue. On pense également à ce que la ville puisse racheter des terrains progressivement pour faire la jonction pour la voie verte, mais également pour récupérer du terrain et pouvoir revégétaliser. Donc voilà, j'ai toute une série de petites questions. Revégétaliser, reforester dans tous les quartiers, surtout sur le tracé de la future coulée verte. Donc ça veut dire racheter des terrains, ça implique un coût. Créer des parcs dans les quartiers, donc ça veut dire pourquoi pas des arbres fruitiers. Est-ce que ça, tu as envisagé ça dans ta ville? Pourcentage de végétalisation à augmenter lors de projets d'urbanisme. Est-ce qu'il y a ce pourcentage? Il y a un pourcentage obligatoire. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que tu as pensé également à des potagers urbains, des poules, des ruches? Nous, à Saint-Malo, on ne veut pas mettre de potagers sur les toits parce qu'on a des toits à 35 à 45 degrés, mais on peut mettre peut-être des potagers autour des immeubles ou dans certains endroits. Pourquoi pas enlever le béton dans les cours d'école aussi, ou créer des petites fermes pédagogiques dans les écoles? Est-ce que c'est pas le moyen aussi, par l'éducation, de faire avancer cette question-là? Certains se demandent aussi pourquoi pas végétaliser les trottoirs, donc débétonner et puis planter sur les trottoirs. Et puis on a un projet de rénovation d'un château qui s'appelle la Briantais, où on aimerait faire une maison de l'écologie, de la culture, de l'éducation. Voilà, donc tous nos projets. Donc je vais recentrer ma petite question. Comment rendre un peu plus rural un territoire très urbanisé, très minéralisé? Comment produire une base alimentaire au plus près des habitants? Comment mieux réduire les effets du carbone sur les réchauffements climatiques qui induit directement à Saint-Malo les risques de submersion marine? Alors, la question est vaste. 4 minutes. 15. Ah, merci. Il faut remettre de la nature partout. Pour favoriser la biodiversité, pour lutter contre les îlots de chaleur, pour faire du puits de carbone, pour tout, et pour l'agrément, pour simplement avoir une ville agréable. Quand on se balade en été, ça fait de l'ombre, voilà, c'est extrêmement agréable. Et tu l'as dit, des arbres parce que ça change grosso modo 3 ou 4 fois de physionomie. Il y a des fleurs, il y a des fruits, ça jaunit et il n'y a plus de feuilles. Donc ça agrémente aussi dans l'urbain, dans le territoire urbain, les balades. Nous, on est un territoire extrêmement industriel. On a des grosses sidérurgies, nucléaire, pétrochimie, chimie, enfin tout. 17 usines, seuls Seveso eau sur l'agglomération. On a le taux de cancer des voies aérodigestifs supérieur le plus important d'Europe. Voilà, vous avez le schéma de l'agglomération dunkerquoise. Et on est sur un territoire de polder. Donc c'est des terrains qui ont été gagnés sur la mer par les moines au Moyen-Âge. Ils ont creusé des canaux, on appelle ça chez nous des watergans. En fait, l'eau s'écoule dans ces watergans, ça part vers la mer par un système gravitaire, simplement pas de pompe, rien, parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de pompe. Et quand la mer est basse, on ouvre les portes, l'eau s'écoule, et quand la mer monte, on ferme les portes pour éviter que la mer rentre sur le territoire. Voilà. Donc on est la submersion maritime. Moi, j'ai porté plainte contre l'État en novembre 2018 pour son inaction en matière de lutte contre le changement climatique, avec Corinne Lepage, qui est mon avocate dans cette affaire-là, qui est au Conseil d'État, et j'espère que dans les 6 mois qui viennent, ça sera jugé, puisque ça met à peu près 2 ans au Conseil d'État. Parce qu'à l'époque, quand j'ai porté ma plainte, dans les scénarios du GIEC, ma commune disparaissait en 2100. Elle était sous la flotte, la mer reprenait ses droits, ça, plus conjugué à des précipitations qui augmentent sur la région, on était sous l'eau en 2100. Sauf qu'en septembre 2019, autre rapport du GIEC réactualisé, c'est plus en 2100, c'est en 2050. Donc 2050, c'est demain. On est en 2020, imaginez, dans 30 ans, la flotte là.
Et sur un triangle, en fait, là-haut dans le nord, entre Dunkerque, Calais, 40 km entre les deux, et Saint-Omer, à l'intérieur des terres, pareil, 40 km, donc un triangle comme ça, et d'après les estimations, 400 000 personnes déplacées. Et réfugiés climatiques, de chez nous. Donc on est vraiment concerné par qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et comme c'est un territoire de polder, avant c'était la mer, il n'y avait pas d'histoire d'arbres, il n'y avait pas d'arbres. Aujourd'hui, à Grande-Synthe, il doit y avoir 500 000 arbres. Parce qu'on a planté au fur et à mesure des années. On a construit des espaces naturels pour faire barrière entre l'usine et la ville. Et mon père, qui avait été maire de 71 à 92, avait déjà planté 110 000 ou 130 000 arbres. Moi, j'ai repris en 2000, j'ai été élu en 2001, donc il n'y a pas eu de succession entre nous deux. Il a fallu reprendre le pouvoir. J'ai replanté à un moment sur une zone de 80 hectares, on a planté 180 000 arbres. Et voilà, on a fait cette grosse barrière végétale entre la ville et l'usine. On a les ratios chez nous, alors je ne sais pas en pourcentage ce que ça représente, mais on a 127 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et on a un espace naturel à moins de 300 mètres de 95% de la population. Voilà, c'est des ratios que je donne parce qu'ils sont en référence nationale. Ça donne Lille, ils sont à 5 mètres carrés d'espace vert par habitant. Enfin voilà, pour vous donner des ratios de communes. Et il faut mettre de l'espace vert partout où on peut. Il faut végétaliser comme je disais, ce parking qui ne sert à rien, on peut le végétaliser. Enfin, si on enlève la place de la voiture, on peut revégétaliser. Si on déminéralise des places, on peut végétaliser. C'est juste du bon sens qu'il faut remettre aujourd'hui en place. Donc, on a fait aussi des jardins partagés en pied d'immeuble. Alors, j'en ai pas vu beaucoup des immeubles collectifs, mais je n'ai pas fait le tour de la ville. Je ne sais pas si c'est le cas à Saint-Malo, mais on avait des espaces verts où il n'y avait pas d'enfants qui jouaient, c'était pas occupé. On a fait des jardins partagés avec les habitants. Donc, il y a une démarche pédagogique qu'on a fait avec eux. On est allé faire du porte-à-porte en leur proposant de faire des jardins partagés au pied de chez eux. Dans la première résidence, il y a 30% des locataires qui nous ont dit « Ah ouais, c'est une bonne idée, on accepte, enfin on vient dans le projet ». Deuxième résidence, 50%, et maintenant ils viennent nous voir pour faire des jardins partagés au pied de leur immeuble, et bien évidemment, ils n'utilisent pas de produits toxiques pour cultiver leur part alimentaire. Donc voilà, on remet de la biodiversité là où il n'y en avait pas, enfin, on accentue tout ça, parce que dans des arbres fruitiers, on en met partout, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On remplace, avant, on avait des peupliers parce que ça pousse vite, et maintenant les peupliers, au bout de 40 ans, ils meurent, donc on les remplace par des arbres fruitiers. Et tout ça, c'est pas cher. Faire des jardins partagés, ça coûte quelques piquets, un grillage pour éviter que les chiens viennent dans les jardins, mais ça coûte rien à la collectivité. Planter des arbres fruitiers au lieu de mettre des peupliers, ça coûte rien à la collectivité, parce qu'on parlait de coût tout à l'heure de politique publique avec les transports. Mais sur les autres politiques, végétaliser une ville, c'est pas un coût. Ça coûte rien, c'est enlever du béton pour mettre de la nature. Et quand on le fait intelligemment, les services sont super performants. D'ailleurs, vous pourrez les contacter quand vous aurez gagné la mairie, ils viendront peut-être aider vos services. Mais ils font ce qu'on appelle la gestion différenciée. Donc en fait, ils mettent des plantes, des espèces locales, des espèces. Et il y a plein de choses qui ne nécessitent pas d'entretien. Donc, c'est pas parce qu'on multiplie le nombre de pelouses qu'il faudra multiplier le nombre de personnel qui va s'en occuper, parce qu'on est quand même limité maintenant dans les dépenses publiques, donc c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire. Et puis, il y a des espaces naturels où on a passé des conventions avec des éleveurs de vaches et des éleveurs de moutons, et en fait, ils viennent laisser paître leurs moutons et leurs vaches pendant des mois, pendant une période de l'année, de l'éco-pâturage, en fait, et voilà, ils entretiennent, en fait, c'est les animaux qui entretiennent les espaces. On a remis des chevaux en ville aussi, on a 4 chevaux municipaux. Ils font jamais grève, je plaisante, mais des chevaux municipaux qui font soit du transport de personnes justement sur le marché, plutôt que tout le monde vienne garer sa voiture sur les trottoirs, machin, on a un parking relais et on les ramène en calèche en fait sur le marché. Ils repartent, ils font aussi du transport de matériel, ils font des débardages quand on est en époque de débardage. On remet des chevaux dans la ville et c'est le meilleur ralentisseur de circulation qui existe. Vous mettez un cheval avec une charrette, il part tout doucement et vous avez qu'une voiture derrière qui n'ose pas dépasser le cheval. C'est assez extraordinaire. C'est des maires qui l'avaient fait, qui m'avaient dit, tu verras, ça ralentit la circulation. C'est assez extraordinaire. Moi j'aimais bien dans mon bureau, j'entendais les sabots du cheval qui arrivait et je regardais et puis après il y avait un convoi de véhicules qui suivait la calèche, c'était assez extraordinaire. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans tes demandes Mais on est gagnant à tous les coups quand on met de la nature en ville. Ah oui, alors on a des jeunes qui se sont formés à l'apiculture, on a passé une convention, ils ont mis
mis des ruches à travers toute la ville. Ils ont ouvert une miellerie même maintenant, donc ils ont créé un emploi pour vendre leur miel. Derrière, on a quoi sur les terrasses? Nous, on ne va pas les utiliser, on a des terrasses, nous. Même s'il y a aussi des toitures comme ici, moi j'ai dit aux architectes, vous n'êtes pas obligés de faire des toitures comme ça. Et là, on va récupérer les terrasses pour faire une société coopérative, pour faire de l'énergie renouvelable en fait, parce que ça peut être des cellules photovoltaïques. Donc on utilisera les terrasses des immeubles collectifs, des entreprises, de la ville, des écoles ou des autres bâtiments, et des habitants qui ont leur toiture, qui veulent faire quelque chose. On va se grouper tous ensemble pour faire de l'achat groupé de cellules photovoltaïques, pour faire de la négociation de rachat et d'achat de matériel et du circulaire aussi dans la végétalisation de la ville. Et on a un poulailler municipal. En fait, les gens viennent donner leurs déchets fermenticibles là, qu'on donne aux poules qu'il y a là, dans le secteur. La cantine scolaire aussi ramène les... Pour l'instant, on ne mange pas encore les poules. La cantine. Non, parce qu'ils ont du mal à se séparer des poules. Voilà, donc... les œufs, ouais, les œufs. Et voilà, donc, ouais, mais comme il n'y en a pas 50 pour l'instant, on était sur le démarrage il y a 1 an et demi maintenant, donc voilà, ça grandit. Mais voilà, on essaye de trouver plein de choses. Et alors, on explique à chaque fois aux gens, on fait de la pédagogie. Moi, c'est l'université populaire qu'on a créée qui gère en fait tout cet aspect de la transition. Tu parlais. Alors, on a un centre d'initiation à l'environnement qui reçoit les auteurs qu'on a dans une ferme qu'on avait achetée il y a quelques années. On a équipé les locaux pour qu'ils puissent recevoir des classes. Donc, ils s'occupent de travailler avec les enfants sur l'environnement. Mais après, sur toute la politique avec les adultes ou les choses comme ça, c'est l'université populaire qui s'occupe de ça. C'est eux qui s'occupent des jardins partagés, c'est eux qui s'occupent du lien avec les apiculteurs, pas avec les éleveurs, c'est les services techniques qui le font, mais voilà, c'est eux qui s'occupent de la sensibilisation de la population au compostage, à plein de choses. Voilà, parce que encore une fois, il faut que ça soit une démarche transversale qui concerne tous les... Il n'y a pas que l'environnement, il y a la consommation, il y a l'obsolescence programmée, il y a l'énergie, il y a plein de choses, et ce sont les animateurs de l'université populaire qui font cette formation-là à la population, cette éducation. C'est plus qu'une éducation à l'environnement, c'est une question... ouais, si je dis la transition, maintenant, c'est trop tard la transition, il faut être inversé radicalement. Est-ce que tu peux nous dire, cette université populaire, c'est quelle structure? C'est une association? Non, c'est la ville. C'est un service de la ville qu'on a appelé. Parce qu'à l'époque où j'ai eu cette idée en 2007, j'étais allé voir plein d'universités populaires en France pour voir un peu de quoi ils traitaient, mais il y a autant de fonctionnement, de thèmes que d'universités populaires. À Caen, c'est Michel Onfray, c'est très philosophique. À Lille, c'est très sur la ville durable. Enfin, à Roubaix, l'université, l'UPC, l'Université populaire et citoyenne, sont très sur la ville durable parce qu'elle est en plein quartier, en renouvellement urbain, etc. Voilà, et nous, on a décidé de le faire. C'est vraiment leur sujet. Alors, l'idée principale, c'est l'émancipation de la population, pour les amener à réfléchir différemment que là où veut nous mener le système médiatique dans notre pays. Donc c'est amener la controverse à toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur les retraites, sur l'énergie, sur plein de... Moi, à chaque fois, c'est des débats de l'université populaire qui m'ont permis d'avancer dans les politiques qu'on a mis en œuvre. On a invité un jour Jean-Paul Jaude, qui est le mari de Béatrice, qui a réalisé le film sur Grande Sainte, que vous avez peut-être vu quand il était diffusé à Saint-Malo, et lui, il avait fait un documentaire sur le bio dans les cantines qui s'appelait « Nos enfants nous accuseront ». Et c'est en voyant ce documentaire que moi j'ai décidé le lendemain d'aller voir mes services en disant « Au mois de septembre, on passe au 100% bio dans les cantines ». Parce que je me dis, pourquoi 20%? Si on dit qu'il faut 20%, c'est qu'on reconnaît que le reste c'est pas bon, donc ça veut dire qu'on se donne le droit d'empoisonner 80% du temps et qu'on a le droit de leur donner du bon 20%. Donc débat de focus, j'ai dit on passe à 100%. Donc au départ on était 100% bio et 80% régional. Aujourd'hui on est 100% bio et local, parce qu'on a acheté des terres maraîchères, on a implanté des jeunes maraîchers qui cherchaient des terres, et on est en circuit court, vraiment, local, sur... on n'a pas encore les bananes, le chocolat, etc. Mais tout le reste, on a. Mais voilà, donc on est en autonomie alimentaire sur la restauration collective, donc des personnes âgées et des enfants de l'école. Et c'était un de mes projets, c'est la ville nourricière. C'est de voir comment la ville pouvait être en autonomie alimentaire. Donc les 23 000 habitants, il me faut 180 hectares, on est arrivé à 110. Donc il fallait que je trouve encore des terres pour... Voilà, on se projette comme ça nous permet de nous dire comment on relocalise. On s'est déclaré ville en transition.
La ville en transition, je ne sais pas ceux qui connaissent, un mouvement qui a été lancé par Rob Hopkins dans le sud de l'Angleterre, à Totnes. Et en fait, lui, il s'est dit il y a quelques années, c'est un permaculteur, un prof de permaculture. Et il avait dit, ben voilà, s'il y a un blocus pétrolier, mettons que voilà, le pétrole sort plus des pays pétroliers, combien de temps on tient? Lyon a fait cet effort-là, il a calculé, ils tiennent 3 jours en alimentation. Si les camions ne viennent pas livrer les supermarchés, les machins, ils tiennent 3 jours. C'est 4 jours ici. Ici, 4 jours. 4. Nous, on ne l'a pas compté chez nous, mais c'est une catastrophe. Donc c'est comment on fait, au moins pour se nourrir. Et donc comment on peut relocaliser l'alimentation pour la mettre à la sortie de la ville et qu'on aille plus la chercher, même à pied si on n'a plus de pétrole, mais au moins pour être en autonomie alimentaire. Et voilà, ça c'est un beau projet politique aussi, de se dire, une ville nourricière, ça veut dire que chaque espace peut être utilisé. Et moi, par exemple, c'est Waterland dont je parlais tout à l'heure. Nous, c'est vrai que ça fait des berges, des kilomètres de berges qui ne sont pas aujourd'hui cultivées, mais on a travaillé avec une école à Grenoble, avec une école aussi d'Angers d'urbanisme, et ils ont fait une étude sur ça, et en fait, ils mettent en culture toutes les berges de la ville, donc on gagne énormément d'hectares qu'on peut cultiver. Et c'est vrai que ça changerait la physionomie de la ville, mais c'est un beau projet politique qu'on pourrait se mettre. Et on est gagnant-gagnant dans ce dispositif-là. Voilà, tout le monde y gagne, la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, les gaz à effet de serre, enfin tout ça c'est gagnant sur ce projet-là. Voilà pour un côté... Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique? Voilà, ici à Saint-Malo-le-Meurthe, dès qu'il y a un espace vert, c'est béton. Voilà. C'est tout. Il fait que ça, bétonnage partout. Pourtant, à l'avant, Saint-Malo, il y avait beaucoup d'espaces verts. Même derrière les HLM, derrière, il y a des maisons en plus. Et c'était un espace vert grand. Derrière chez moi, juste une petite cour avec des espaces verts, c'est tout. C'est un HLM qui est en face, en plus. Et ils construisent partout. Dès qu'il y a un truc libre, voilà. C'est pénible, on dit monsieur le béton, parce que pour lui, c'est un caractère. C'était pas une question, c'était un constat. Un constat, mais quoi faire? Mais c'est fini, là. L'aventure s'achève, là. Donc, ouais, mais si. Donc là, maintenant, il faut se projeter. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un système pour éviter de faire du béton et de faire des trucs verts et blancs. Vous avez la chance encore de porter le micro. Moi j'ai un peu 2 questions. Sur l'alimentation bio, vous ne parlez pas des hôpitaux, il n'y en a peut-être pas à Grande-Synthe, ça me paraît quand même une grande ville. Et j'ai l'impression que c'est toujours compliqué d'aller vers le monde médical alors que c'est là qu'il y a besoin de santé. Qu'est-ce qui fait qu'on peut en mettre dans les écoles et pas dans les hôpitaux? J'ai encore pas vu d'expérience de nourriture bio au niveau hospitalier et ça me paraît premier. Voilà, pour les enfants aussi, évidemment. Et puis, ma deuxième question, c'est sur les grands espaces à Saint-Malo qui ont été complètement bétonnés, mais les grandes places, tout ça, ça semble être plus simple en termes de gestion derrière, ici. Et que mettre du verre, c'est très compliqué. Et quand on veut mettre des jardins partagés, il y a une peur que ça soit alors abandonné, que ce soit un lieu pour mettre des canettes de bière, des cochonneries, des mégots. Et ils croient, enfin, voilà, comment on peut faire pour que aussi les politiques croient que c'est possible? Parce que ça sera peut-être pas nous. Ouais, il faut venir. Sur le bio, oui, il y a une clinique, une polyclinique, un espace associatif. C'est pas un hôpital public ni un hôpital privé, c'est sans but lucratif. L'association Loi 1901 qui gère une clinique. C'est vrai que c'est plus compliqué compte tenu des budgets contraints, des normes, parce que vous avez des gens qui mangent sans sel, des gens qui et la préparation, tout ça est compliqué. Donc c'est compliqué de commander à l'avance, parce que nous, ce qu'on a créé, le petit écosystème qu'on a créé autour de la politique alimentaire sur la ville, c'est que les maraîchers qu'on a implantés, on est capable de leur dire, demain on est le 10 février, on est capable de leur dire que le 10 février 2021, on aura besoin de 50 salades, 80 kilos de pommes de terre, tout ça, j'en sais rien, on va nourrir 900 gosses, c'est peut-être plus que ça, mais on est capable de leur dire les quantités dont on aura besoin, et nous, du coup, ils plantent en avance pour être sûr de pouvoir livrer la quantité. Dans un hôpital, c'est extrêmement compliqué.
D'abord parce que ça fluctue le nombre de repas par jour. Vous ne savez pas si l'hôpital va faire plein ou pas de patients. On espère toujours qu'il y en ait moins, mais s'il y en a moins, on gagne moins, donc on se casse la gueule. C'est la logique de la santé en France qui est assez compliquée. Donc c'est plus compliqué dans les hôpitaux, mais j'ai présidé la clinique et j'ai demandé à la direction qu'on travaille dessus. Mais maintenant j'y suis plus, donc je ne sais pas si le projet va partir. Mais c'est comme un autre secteur, c'est la lutte contre les perturbateurs endocriniens, que nous on a lancé sur la ville. Autre conférence à laquelle j'ai assisté dans le cadre de l'université populaire, c'est une conférence du toxicologue André Cicolella, que vous connaissez peut-être, qui a permis, par exemple, la fin du bisphénol A dans les biberons en France. C'est lui qui a mis en avant le problème du bisphénol. Et voilà, donc il est venu faire une conférence, et lui il dit dans ses conférences qu'il y a 70% des maladies chroniques aujourd'hui, diabète, cancer du sein, cancer de la prostate, je ne sais plus quelle autre maladie, qui sont d'origine, qui ont comme origine les perturbateurs endocriniens qu'on trouve aujourd'hui dans tous les produits, soit dans la bouffe, soit dans les produits cosmétiques, les produits ménagers, un peu partout dans les cols, dans plein de composants de notre vie quotidienne. Et donc il faut engager une véritable lutte contre la présence des perturbateurs endocriniens. Nous on l'a fait dans la ville, on a fait la chasse dans les marchés publics, on a une liste qu'on donne, on liste tous les produits qu'on ne veut pas voir dans les fiches techniques de ce qu'on achète, que ce soit en mobilier, que ce soit en nourriture, que ce soit dans toute fourniture qu'on achète, on a cette liste-là. On a dans toutes les crèches, les garderies, les écoles, banni tous les produits dans lesquels il y avait des perturbateurs endocriniens. L'université populaire a fait une fabrique de l'autonomie pour apprendre aux habitants à faire leur lessive, à faire leurs produits d'entretien, leurs cosmétiques à base de produits naturels derrière, et ça marche super bien dans la population. Voilà, on a engagé cette bagarre contre la lutte, et je sais que dans les hôpitaux, il faut aussi y aller, notamment. Alors, il y a un professeur à la maternité de Jeanne de Flandre, à Lille, qui est la plus grosse maternité de la région Nord-Pas-de-Calais, lui qui travaille sur les 1000 premiers jours de vie, sur la conséquence des perturbateurs endocriniens pendant les 1000 premiers jours de vie. Les 1000 premiers jours, c'est de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Voilà. Pendant cette période-là, si vous évitez à votre enfant d'être en contact avec des perturbateurs endocriniens, il a de grandes chances de ne pas avoir de cancer par la suite à l'âge adulte. Voilà, il a fait ses recherches et lui, il lutte partout à l'hôpital. C'est-à-dire, même dans les perfusions, là, vous savez, les trucs en plastique qu'il y a maintenant, c'est des poches en plastique avec un tuyau en plastique, et donc il élimine les poches en plastique, ils reviennent au truc de verre, comme il y avait dans le temps, et il faut, dans les hôpitaux, c'est gavé de perturbateurs endocriniens. Donc il faut travailler au quotidien. Alors c'est plus compliqué pour le personnel, parce que quand vous avez des poches en plastique, c'est moins lourd, ça casse pas, c'est toute une... Voilà, c'est toute une technique à mettre devant, mais c'est aussi un secteur sur lequel on devait travailler la clinique de Grande-Sainte, mais on a comme ça dans le quotidien, c'est comme les bouteilles en flotte, il n'y a rien de pire que les bouteilles en eau qu'on a, qui séjournent en plus au soleil dans les hypermarchés ou à l'extérieur des supermarchés, et on sait que le soleil sur les bouteilles d'eau, on voit vraiment plein de cochonneries dessus. Tiens, vous savez quel est le... Alors, comme je reviens, je l'ai peut-être déjà fait la dernière fois, donc ceux qui passent au 2e tour, mais quel est le parfum qui contient le plus de perturbateurs endocriniens? Le sac de Chanel. Comment? Le sac de Chanel. Lequel? Le sac de Chanel. Non, c'est pas le sac de Chanel, il porte mieux son nom. Poison. C'est Poison de Dior. André Cicolella a donné ça, c'est le parfum qui contient le plus de perturbateurs endocriniens. C'est bizarre. Alors maintenant qu'ils savent que Cicolella le dénonce, peut-être qu'ils ont changé leur formule, mais en tout cas c'était ça il y a quelques années maintenant. Voilà, donc voilà, j'ai répondu à votre question sur le bio à l'hôpital et ailleurs. C'est vrai que je crois qu'il y a 300 maladies environnementales depuis finalement pas si longtemps, et il est vrai que si on se soigne d'un côté, on se rend malade d'un côté pour se faire soigner à l'hôpital de l'autre, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi regarder un petit peu l'origine des maladies, et nous, au niveau à l'échelon local, c'est peut-être là où on peut agir. Donc il y a des leviers en fait pour essayer d'éviter de finalement retrouver les gens à l'hôpital, quoi. Vous avez peut-être une ou deux questions avant qu'on passe à la 3e phase. Juste une petite question sur les cantines bio. Est-ce que vous avez fait juste la culture bio pour tous les enfants, mais est-ce que derrière ça, c'est Sodexo qui va travailler sur les plats, ou est-ce que c'est les cuisiniers? Non, c'est cuisiné chez nous. La cantine, en fait,
On a, nous, un restaurant scolaire, un restaurant qui peut faire à manger à peu près pour un tiers des enfants qui sont scolarisés. Donc je ne peux pas faire à manger pour les 900 enfants, il fait pour 300 enfants. Les autres, c'est un marché, parce que je n'ai pas les équipements, mais c'est un marché qu'on a lancé auprès d'entreprises d'insertion. Quand on est dans une collectivité, je n'ai pas le droit de dire que je veux travailler avec telle entreprise à tel endroit. Par contre, je peux ouvrir la concurrence à toutes les entreprises d'insertion. Et en fait, je l'ai fait comme ça, parce que j'ai un EHPAD sur ma collectivité, donc un établissement d'aide par le travail, des CAT qu'on appelait à l'époque ça pour des personnes, des travailleurs handicapés. Un ESAT, pardon, pas un EHPAD. Ouais, j'ai parlé d'EHPAD tout à l'heure, c'est après. Ouais. Et d'ailleurs, il manque de place en EHPAD pour les gens qui sortent des ESAT. Donc c'est un ESAT qui travaille, qui a une cuisine centrale sur ma ville, et en fait c'est eux qui ont eu le marché, c'est les seuls à avoir répondu à ce que je voulais au départ. Donc on leur a créé, on leur a donné le marché. Et eux, en fait, ils travaillent du coup avec des producteurs locaux, avec nos producteurs locaux, et ils font tous les jours le repas sur place. On a viré, c'était Roger Dupont, avant c'était pas Sodexo, mais c'était une grosse cochonnerie. On travaille les menus avec les parents, parce qu'on a sensibilisé les parents aussi à la saisonnalité des produits. On leur a dit que les enfants, en hiver, ils mangeront un jour une tarte aux pommes, le lendemain une compote de pommes, le troisième jour une pomme au four, mais qu'ils n'auront pas de cerises, ils n'auront pas de fraises. Il faut leur expliquer. Mais quand vous expliquez aux gens, ils comprennent. Et j'ai jamais eu une plainte de parents. Ils peuvent venir manger à la cantine quand ils veulent, les parents. Il suffit qu'ils préviennent la veille en disant demain je voudrais venir manger pour goûter ce que mangent les enfants. Donc voilà, c'est complètement transparent. Et on indique, ça c'est aussi un cuisinier parisien qui est très à cheval sur le local, machin, etc., qui me dit mais ça serait bien que dans tes cantines tu marques aussi la part de surgelé, la part de local et je ne sais plus quoi le troisième indice. Donc on indique sur tous les menus, parce que des fois on n'a pas du poisson frais, donc c'est du poisson surgelé, et donc on indique ce qui est de part de surgelé, de conserve, voilà, ou de produits frais qu'on a derrière. Parce qu'il se trouve des fois que les gens ne peuvent pas nous fournir 50 salades si j'en ai besoin de 50, donc il faut qu'on ait une solution alternative à ce moment-là, parce qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, une inondation, des salades, il faut qu'on parte aussi à ces éventualités-là, mais c'est de l'ordre de l'exceptionnel, sinon tout le reste du temps. La continuité en termes de coût, c'est souvent l'argument qu'on me pose, ça va coûter plus cher. Ça a coûté un peu plus cher à la ville quand on a choisi de le faire. Parce que j'étais pas local. Aujourd'hui, les coûts sont les mêmes qu'avant, puisqu'on produit en local, donc on a éliminé des intermédiaires en fait derrière. On a aussi travaillé sur le gaspillage alimentaire. On est à moins 40% de gaspillage alimentaire, donc tout ça va participer et enclencher. C'est 800 familles sur 8000 foyers, donc c'est extrêmement important. Et l'université populaire, à travers toutes les différentes populations, on n'a pas comptabilisé. Mais sur les jardins partagés, aujourd'hui, il y a 180 parcelles, je crois, au total. Donc c'est 180 foyers, ou en plus, ou pas en plus, ça peut être les mêmes. C'est à l'université populaire que se tiennent les permanences des écrivains publics, où là, ils touchent aussi beaucoup de personnes, parce qu'il y a une véritable montée de l'électronisme en France. Et que ça devient une vraie plaie, puisque maintenant, si vous voulez un rendez-vous avec la Sécu, il faut passer par Internet, un rendez-vous avec Pôle emploi, il faut passer par Internet, un rendez-vous, il faut toujours passer par Internet, et il y a plein de gens qui sont exclus de ça. D'abord, il y a de l'illettrisme, et en plus, il y a l'incapacité de se servir d'un ordinateur. Voilà, c'est un phénomène de société. Donc, on remplit les écrivains publics, servent en partie à ça, pour accompagner les gens, mais aussi pour faire leur démarche administrative, parce que des fois, même pour nous, c'est un peu compliqué, donc pour d'autres, ça doit être extrêmement compliqué. Donc voilà, en nombre, je ne sais pas combien ça représente de personnes, mais c'est un outil qui est aujourd'hui extrêmement apprécié par la population dans toutes les facettes. Et c'est pareil sur les conférences qu'ils organisent, les projections de films ou les autres conférences. Je ne sais pas, il y a une centaine de personnes à chaque fois, donc ce n'est pas forcément les mêmes, mais c'est en fonction des thématiques qui sont abordées. Mais voilà, c'est un outil, moi, qui est indispensable quand on a des politiques, quand on veut mettre des politiques qui sortent des sentiers battus. Il faut l'accompagnement de la population, et moi je m'appuie beaucoup sur cette université populaire. Alors, c'est vrai, l'administration, il faut la mettre en ordre de marche. Et ça, c'est long, ça c'est dur. Encore une fois, pas pour, j'incrimine pas le personnel, j'ai beaucoup de respect pour le personnel des entreprises, mais c'est parce qu'en fait, ils ont travaillé en silo pendant des années. Et on leur demandait d'être responsables de ça, ils avaient aussi c'était leur truc à eux, quoi. Ils étaient responsables d'un truc et ils ne voulaient pas partager cette responsabilité. Et nous, on travaille comme ça. On ne travaille pas comme ça, on travaille comme ça. Donc il faut qu'on se regroupe ensemble pour faire des projets. Il faut
qu'un sujet il ne tient pas forcément à un service, mais il tient à plusieurs services, parce qu'il faut le faire partout. Et ça, c'est compliqué de mettre les gens, à apprendre aux gens, parce qu'ils me demandent toujours, mais c'est qui le responsable? Ils me demandaient, mais quel service est responsable? Je m'en fous, je n'ai pas besoin d'avoir un responsable. L'intérêt, c'est que ça se fasse, et que la population, que ça bénéficie à la population derrière. Donc ça, il faut rien lâcher. Et il faut rien lâcher, quand je dis ça, il faut être collectif sur ce coup-là. C'est-à-dire que quand tu auras des adjointes et adjoints, ils auront des délégations, et que l'adjoint ou l'adjointe à la culture soit très clair avec les objectifs pour fonctionner de cette manière-là, que celui qui sera à l'environnement, celle qui sera à l'environnement soit très clair pour tenir là-dessus, parce que sinon, ils vont profiter des failles dans le global. Donc il faut qu'on soit vraiment tous dans le même rythme et sur les mêmes logiques pour faire avancer. Et après, une fois que tout le monde a pigé ça, que tout le monde s'est rendu compte que ouais, c'était quand même vachement, avec les mêmes moyens, quand on se met tous ensemble, on peut faire 10 fois plus, et bien du coup, ça devient des forces de proposition. Et moi, j'ai vraiment, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans la culture, dans l'université populaire, dans l'éducatif, dans tous les domaines, dans le social, en fait, le personnel est une vraie force de proposition, devient une vraie force de proposition. La population devient une force de proposition et le personnel devient une force de proposition. Et du coup, ça crée des dynamiques qui sont extrêmement intéressantes à l'échelle de la ville. Parce qu'ils se rendent compte que ça porte, que les habitants deviennent acteurs, accompagnent les projets, il y a du monde partout. Moi, on a fait plein de tout sur la ville, la saison culturelle, on est complet tout le temps, les écoles de danse, de musique, de théâtre, les lieux culturels sont pleins, tout est plein. Ça fonctionne super bien, les centres aérés, toutes les activités qui sont mises en place par la ville. Parce qu'on se rend compte comme ça que quand les habitants sont acteurs, quand les services sont acteurs, on répond à la demande. Et quand on répond à la demande, ça vient. Et du coup, c'est vachement... ça démultiplie ce qu'on réalise nous. Parce qu'on peut initier un certain nombre de choses. Si tu n'as pas l'adhésion et du personnel et de la population, c'est compliqué à les mettre en œuvre. Quand tu as l'adhésion de tout le monde, ça démultiplie. Et quand je prends le problème de l'accueil des réfugiés, des chercheurs de refuge sur la ville, donc qui est arrivé, grosso modo, la période la plus forte, c'était à partir de l'été 2015. Moi, j'avais du personnel qui ne me disait rien, qui le dimanche allait dans les services techniques, prendre la clé d'un camion benne pour aller changer la benne dans lequel il y avait qu'on récoltait les ordures du camp, pour aller les changer parce qu'elles étaient pleines, et ils ne me demandaient rien, ils ne pointaient même pas leurs heures supplémentaires. C'est-à-dire jusqu'où les gars s'étaient impliqués et partageaient la dynamique politique que nous on mettait en œuvre derrière. Et ils ne le faisaient pas par faillotage avec le maire, parce que moi j'étais au courant très longtemps après, parce que ça ne se savait pas dans la ville, donc on s'est rendu compte au fait comment ça marchait le dispositif, quand on a interrogé les services, c'est comme ça qu'on l'a su par la suite. Mais voilà, ils sont... et la population n'a même pas... j'ai pas une pétition de manifestation quand on a organisé cet accueil des chercheurs de refuge dans la ville, parce que voilà, on avait créé ces dynamiques collectives, on avait fait de la pédagogie autour de ça, et du coup, comme le reste, les gens adhèrent à la démarche, ça leur retire rien, ça leur ramène au contraire plus d'humanité, ça a fait du bien à ce moment-là, dans le documentaire, je raconte ça à la fin, on avait mis un sociologue et un ethnologue dans la ville pour simplement sur l'idée de la transition, comment les gens ils avaient capté bilan de transition, ce que ça voulait dire. Et l'ethnologue nous remonte qu'un jour sur le marché, il voyait une dame qu'ils avaient interrogée qui leur disait on avait été capitale française de la biodiversité avant de ça en 2010, pour la qualité de la biodiversité sur la ville. Elle lui a dit avant on était capitale française de la biodiversité, aujourd'hui on est capitale française de l'humanité. Voilà, les habitants, comment ils s'étaient appropriés les notions d'aide qu'on pouvait donner, c'était extraordinaire. Moi je trouvais que cette réflexion d'une habitante, elle décrivait en fait tout ce qu'on essayait de mettre en œuvre. On passe à la troisième thématique, mais je pense que par rapport à la volonté de notre liste, justement, d'être sur quelque chose de construit avec les citoyens, avec la population, c'est vraiment quelque chose qui va nous inspirer. On arrive à la question de l'eau. Donc l'eau, c'est une ressource à préserver, c'est un bien commun, c'est une nécessité pour la survie. Sans eau, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'hydratation, il y a l'apparition des maladies, et donc voilà. L'eau, c'est relié également à la question de la propreté et de la gestion des déchets. Elle est reliée à l'accès pour tous, notamment les plus pauvres. Aujourd'hui, on se pose la question de la gestion de l'eau sur l'agglomération de Saint-Malo. On voit que l'eau provient des Côtes-d'Armor essentiellement et du secteur de Combourg, donc la ressource en eau, on est très peu autonome en fait sur notre territoire sur l'eau. On fait une bus qui passe sur la Rance pour aller chercher de l'eau
du côté des Côtes d'Argent. Je compte sur mes deux copines là, qui sont très spécialistes de la question de l'eau pour compléter tout à l'heure mon propos. Donc, je voulais du coup parler de l'étang de Sainte-Suzanne. On a plus ou moins de l'eau sur le territoire de l'agglo, mais à partir d'un étang qui est pollué. Sainte-Suzanne. Oui, Sainte-Suzanne. L'eau n'est plus potable, voilà. Donc, en clair, on a des ressources en eau, mais qu'on ne peut pas utiliser. Donc, derrière, peut-être un modèle agricole à regarder de plus près. On a peut-être aussi la possibilité de faire des bassins de rétention du côté d'Aquamalo. Enfin bref, il faut regarder un petit peu comment on pourrait gagner en autonomie sur la ressource. Également sur la sobriété, donc on s'interroge sur comment consommer moins ou mieux récupérer les eaux de pluie. Enfin, donc voilà, toutes les questions autour de l'eau. On se pose également la question de la tarification de l'eau qu'on trouve souvent injuste. Donc là, je ne suis pas très habile avec ma tablette, j'ai perdu mon document. Non. Merci d'atelier. Voilà, donc après, comment gérer l'eau, distribution de l'eau, comment avoir la maîtrise d'une tarification donc plus juste. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est rendre accessible l'eau, notamment les 5 premiers mètres cubes d'eau gratuits. Et puis l'assainissement, comment du coup faire des installations sur lesquelles, qui soient moins chères et qui du coup nous fassent un prix d'abonnement moins élevé. Voilà, donc la question c'est comment gagner en autonomie sur le territoire, comment préserver et gérer au mieux cette ressource et quels sont les meilleurs outils. Est-ce qu'il faut une délégation de services publics ou régie publique ou un mix? Voilà, quels seraient les meilleurs outils pour la gestion de l'eau? Sur la gestion, moi je prône la régie. C'est comme c'est un bien commun, on ne privatise pas ça. Et je dis ça, mais sur la communauté urbaine de Dunkerque, parce que c'est une compétence d'agglomération, ça a été mis dans le privé. C'est une bagarre que j'ai perdue, l'agglomération, c'est que j'ai demandé le retour en régie publique de l'eau, et que je ne l'ai pas obtenu, mais parce que les élus ont cédé à un chantage que faisait la Lyonnaise, puisqu'ils ont à Dunkerque le centre d'appel national. Si vous avez un problème quelque part en France avec la Lyonnaise, ça tombe à Dunkerque, ça crée 60 emplois, ils disent si vous vous mettez en régie publique, on ferme ce centre-là, donc c'est 60 emplois qui disparaissent, et du coup les élus disent on laisse au privé la gestion d'eau. Mais c'est fondamental qu'on récupère, que le public récupère la gestion de l'eau, tu l'as dit, parce que ça va devenir la première crise. Ça va être la première crise qui va être là, c'est l'eau douce en fait. Et on le voit, ça commence d'ailleurs dans un certain nombre de pays. En Inde, ils sont obligés de faire des trains qui portent de l'eau d'une région à l'autre avec les militaires autour, parce que les trains commencent à se faire attaquer pour avoir accès à l'eau. Et on voit bien ce que ça va générer dans les années qui viennent derrière. Donc la sobriété, je pense que c'est la première des choses. Nous, en ville, pour arroser les plantes nettoyées par terre, on n'utilise aucune goutte d'eau potable. On a mis des récupérateurs d'eau pluviale un peu partout en ville. Là, on a des équipements publics, par exemple. Une maison quartier comme ça, on met un récupérateur d'eau dessus, avec une borne verte, comme les bornes d'incendie rouge, machin, c'est une borne verte et des services de la ville pour les balayeuses ou les arroseurs viennent remplir leur citerne avec cette eau de récupération. Ça paraît impensable qu'il y a encore des villes qui prennent de l'eau potable pour aller arroser ou nettoyer par terre, enfin laver les rues par terre. Donc c'est ce qu'on peut faire dans une collectivité en tout cas. Après, il y a sur l'agriculture, moi au Parlement européen, sur la liste des Verts, il y a un paysan qui s'appelle Benoît Vito avec lequel je discute beaucoup. Je ne suis pas un agriculteur, donc je n'ai pas beaucoup de connaissances dessus, mais qui me parle, lui, de la manière dont il a repris l'exploitation de son père, enfin la ferme de son père, pardon, s'il me disait que je parle d'exploitation, il ne serait pas content. Donc la ferme de son père, qui avant lui mettait du maïs, cultivait du maïs comme tout le monde, et je crois qu'il me dit c'est 1000 mètres cubes d'eau par hectare pour arroser un champ de maïs. Lui, il plante du maïs, et d'espèces locales, 0 litre d'eau. Parce que c'est des espèces résistantes qui sont locales et donc elles sont adaptées au climat, il n'y a pas besoin de les arroser. Et je me dis, mais c'est complètement dingue. C'était un champ de 130 hectares, 130 fois 1000 mètres cubes d'eau. Donc, et effectivement, la politique agricole à voir derrière. Et puis après,
si on n'utilise pas de polluants, l'eau, elle restera buvable des cours d'eau et des nappes d'eau. Donc il y a effectivement toute une politique globale à mener, là encore. L'écologie, c'est global, et on n'y échappera pas dessus, pour préserver cette ressource en eau. Donc la sobriété, l'agriculture, je viens d'en parler, la régie publique pour gérer ça, parce que c'est un bien commun et ça ne va pas partir aux multinationales derrière. Et ensuite, la tarification, moi, c'est pas 5 mètres cubes, je milite pour 15 mètres cubes d'eau gratuite. C'est les 40 litres d'eau dont la fondation d'Adèle Mitterrand, France Liberté, c'est ça évoquait. C'est comme ça que j'ai appris ce chiffre-là. Donc 40 litres d'eau par jour par personne, c'est 15 mètres cubes. 15 mètres cubes. Cela, il doit être gratuit. C'est parce que c'est l'eau vitale. On ne peut pas faire ça. C'est comme si on demandait à faire payer les premiers mètres cubes d'air que vous respirez. Voilà. Donc c'est du même registre. Après, par contre, il faut faire payer très cher. Parce qu'après, ça veut dire qu'on remplit sa piscine, qu'on lave sa voiture tous les jours, etc. Donc elle n'est pas nécessaire celle-là, et donc il faut faire payer très cher l'eau après pour compenser justement ces mètres cubes. Parce que c'est pas que je veux faire payer l'eau, c'est que pour aller la chercher, ça a un coût, effectivement. Les tuyaux, moi aussi, on a le même problème. On n'a pas d'eau sur l'agglomération d'Acarquoise, elle vient de 40 km de là, avec des installations à entretenir. Mais c'est pareil, on se bat aussi pour que ce soit des agriculteurs en bio qui soient sur les champs captants pour éviter qu'on pollue, mais comme dans toutes les grandes agglos du monde, ça se fait aujourd'hui, parce que chacun a conscience qu'on risque gros sur l'eau. Donc voilà, sur l'eau, ce que je peux dire, régie, moi je suis sur 40 litres d'eau par personne, donc 15 mètres cubes de gratuité, l'agriculture, la sobriété, et récupérer les eaux de pluie partout, dès qu'on peut, mais aussi, je le disais tout à l'heure, dans ce qu'on plante dans une ville, faire attention justement à ne pas devoir passer sans arrêt pour arroser les plantes. Même si on arrose avec, des fois on met des fleurs, donc il faut arroser avec de l'eau de pluie recyclée, et c'est faire en sorte que nous on met beaucoup de graminées, qui sont ces plantes qu'on retrouve dans un univers marin, et du coup ça pousse tout le temps, sans entretien et sans besoin d'ajout d'arrosage derrière. Donc c'est aussi important dans nos équipes en fait, et dans les orientations qu'on donne, de faire ça avec des espèces locales, des choses qui n'ont pas besoin d'être irriguées sans arrêt. Des questions ? Alors j'aurais une question plus globale et plus politique, parce que je suis assez en admiration par tout ce que tu as mis en place. Et si j'ai bien entendu, vous êtes maire, sans jeu de mots, de père en fils. Et maintenant que tu n'es plus maire, et que tu as conscientisé sur des projets qui ne sont pas à court terme, mais à long terme, comment mettre en jachère pour que le bénéfice acquis sur ces projets puisse se pérenniser? Donc en clair, qui a pris la suite et comment ça s'est fait pour que ça reste dans la même éthique, la même philosophie? Ben là, je me suis planté. C'est mon premier adjoint qui a pris ma place et il a changé complètement les politiques. Oh. Ah si. Et il était adjoint avec moi depuis 12 ans. Il était premier adjoint les 6 dernières années. Et j'hébergeais encore 700 personnes dans un gymnase au mois de juin, au mois de juillet. Il a demandé au préfet l'expulsion du gymnase. Et pire aujourd'hui, c'est qu'il coupe les buissons dans lesquels se réfugiaient les gars parce qu'ils reviennent tout le temps, pour que la police aille les expulser plus facilement. Donc il se fait complice. Les gens râlent pas? Ah si, il y a plein de gens qui râlent. C'est pour ça qu'on a constitué une liste contre lui pour les prochaines élections. Donc je vais demain matin à Grande-Sainte pour aller faire la campagne. Donc voilà, il a été voir mes services en disant « Mais vous êtes sûr que le bio pour les personnes âgées, c'est utile ?» C'est vrai que ça fait rien. L'université populaire, il trouve que ça coûte cher et ça rapporte pas grand-chose. Ouais, c'est vrai, ça rapporte pas financièrement. C'est la culture, pour moi, c'est pareil que la culture. Quelle couleur politique? Si je le dis, on va croire que je fais une attaque, mais il est du Parti Socialiste. J'aurais aimé que tu dises autre chose. Ben ouais, j'y peux rien. Donc voilà, ça fait longtemps, mais il n'y a rien qui laissait présupposer ça. Puisque vous avez qu'à, c'est public, hein, les comptes rendus des conseils municipaux, ils faisaient le budget d'orientation budgétaire, comment on appelle ça, le débat d'orientation budgétaire tous les ans pour présenter le budget parce qu'il était toujours en finance. Donc pour moi, le budget, ça reflète toute la politique de la ville et c'était un moment politique pour lui où il expliquait la fierté qu'il avait de mener des politiques sur la ville, globalement, sur le bio, sur l'accueil des réfugiés, sur tout ça. Et puis du jour où il est passé vert, ça a été fini.
Donc voilà, on peut pas tout... Moi, je ne savais pas. Les journalistes de la région qui m'appellent encore me disent, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. On avait interviewé le jour de son élection. Il nous avait dit, non, je suis dans la continuité du chemin, de la ligne qu'on avait, parce que c'est vrai qu'il était dans mon équipe, donc depuis des années. Et puis, mais ils me disent, les journalistes eux-mêmes, mais il a tout changé. Enfin, il change tout, il est en train de tout casser. Donc, est-ce qu'il y a des pressions, du coup? Est-ce que toi, tu as oui, senti des pressions? Oui, il doit avoir la pression du préfet. Mais oui, sur l'accueil des réfugiés, c'est sûr. Mais je l'avais prévenu, j'avais dit, tu auras la pression du préfet, mais il le savait. Il savait comment j'étais sans arrêt en train de me battre avec le préfet. Et je lui dis, mais ne craque pas. C'est lui qui est en tort, c'est pas toi. Et puis dans la population, comme c'était pas un sujet, il pouvait y aller, quoi. Il pouvait montrer ses muscles, quoi, face au préfet, parce que c'est un peu ça, quoi. Mais il a craqué. Et je lui avais dit, bah, si tu craques, je serai en face de toi. Voilà, chose promise, chose due. Je vais être en face de lui. Mais sur le reste aussi, et c'est ça qui me chagrine, que c'est pas... Voilà. Et en plus, je veux dire, cette ville, elle était complètement apaisée, il n'y avait pas de problème budgétaire, on a une excellente santé financière, tout avait été rénové, on a plein de choses qui sont parties. Il n'y avait qu'à mettre les pantoufles. Moi, quand je suis arrivé, je n'ai pas succédé à mon père. Hein. Il est arrêté en 92, je suis arrivé en 2001. Donc il y a eu 10 ans. J'ai hérité aussi de quelqu'un qui n'avait pas... Mon père, lui, avait été dans l'innovation sociale beaucoup. La première mission locale de France, elle était née à Grande-Sainte. La première télévision locale de France était née à Grande-Sainte. Moi, j'ai recréé le minimum social garanti, c'est-à-dire faire en sorte de mettre en place un dispositif social pour éviter qu'il y ait des gens qui soient sous le seuil de pauvreté sur la ville. Lui, à l'époque, il avait déjà créé un minimum social garanti qui ramenait des revenus aux gens pour éviter que ce soit des feuilles jaunes. À l'époque, dans les centres communaux d'action sociaux, c'était des feuilles jaunes qu'on donnait aux gens en aide alimentaire et ils allaient payer avec les feuilles jaunes dans les magasins. Donc en fait, ils étaient complètement stigmatisés quand ils allaient dans les magasins. Et donc il avait supprimé ça en mettant en place un dispositif de paiement en liquide, en monnaie. Et quand le RMI s'est mis en place, il a fait disparaître ce dispositif. Nous, on l'a relancé parce qu'il y a de plus en plus de pauvres et que l'État n'est pas présent encore au rendez-vous et que c'est nous, les maires, qui allons faire face à ces situations et qu'on on a décidé de repartager une forme de richesse qu'on avait sur la ville à cette population pour être au-dessus du seuil de pauvreté. Voilà, donc tout ça a été adopté. Je ne sais même pas si le minimum social garanti le gardera. Il va trouver un jour un prétexte en disant que ça coûte cher à la ville et qu'il voudra faire autre chose. Donc, voilà, donc on va essayer j'espère qu'on va y arriver, au moins dans un mois, là, de reprendre le pouvoir pour remettre d'autres copains qui étaient avec moi, qui eux sont plus fidèles à la ligne, avec le renouvellement de la liste pour partir, pour continuer l'œuvre. Donc mon père, lui, c'était, alors c'est fou, hein, comme l'histoire se répète, parce que c'est aussi son premier adjoint qui avait pris sa suite et qui a complètement changé les choses. Comme quoi, ça échauffé finalement. Mais on ne peut pas le deviner. C'est compliqué. C'est bien. Après, Françoise, c'est noté. C'est important, c'est pas cette chute-là, mais cette chute malheureuse. Moi, ça me renvoie à notre ambition aussi, qui est d'essayer de faire démocratie autrement. Moi, ce qui me frappe, c'est que partout où les choses changent, c'est qu'il y a des maires qui ont des grosses personnalités, c'est-à-dire qu'en fait, qui tiennent le projet, qui le font vivre, qui ont l'autorité pour le faire vivre. Et moi, ça m'interroge l'expérience que vous décrivez là, parce que quand même, il y a des conseillers municipaux derrière, il y a une majorité municipale. C'est-à-dire que le maire change, et il suffit que le maire change pour que tout le collectif municipal qui était derrière, d'une certaine manière, laisse le maire faire ce qu'il veut, quoi. C'est quand même... ça nous interroge, nous, beaucoup par rapport au projet qu'on a sur... notamment le règlement intérieur de la municipalité. Comment on peut faire pour que, à la fois, on bénéficie d'un leadership fort, il faut un chef d'équipe, il faut quelqu'un qui donne du liant à tout ça, mais en même temps pour qu'il y ait des équipes qui portent le projet. Et donc, en fait, s'il manque un ou s'il en manque deux, l'équipe est là pour que ça se continue. Et puis après, c'est la résonance dans la population, quoi. C'est-à-dire que comment la population, face à des situations comme ça, elle est à un moment donné réinterrogée. Ça, c'est une vraie question que vous venez de nous dire. Et vous n'êtes pas le premier à mettre en avant cette difficulté. Ouais. Enfin, je ne vais pas donner une explication parce que ce n'est pas le cas, mais en fait, il a perdu une grande partie de la majorité, qui n'a pas suivi, qui est parti dans l'opposition. Il garde quand même une majorité à une voix près dans le Conseil.
parce qu'en fait, on est proche des élections et qu'il fait des promesses à ceux qui... ceux qui restent avec lui, il leur promet un poste d'adjoint, il leur promet des délégations, un poste de conseiller communautaire, etc. Donc, du coup, il achète. Et mon père disait, tant qu'il y aura des hommes, il y aura de l'hommerie. C'est un peu ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a une forte personnalité, mais moi, j'ai rien à reprocher aux élus tels qu'ils ont bossé dans leur domaine. Moi, je tenais la ligne. Alors, par exemple, sur l'accueil des réfugiés, c'est pas une décision... Enfin, si, c'est une décision collective. Moi, je l'avais prise collectivement, cet accueil. D'ailleurs, il en faisait partie, donc il était d'accord. Et il assumait ce choix qu'on avait fait. Là, il n'est plus capable d'assumer le choix de continuer à faire la même chose. Et il a fait partager ce fait qu'il n'assume plus aux autres, à une majorité d'autres. Et c'est vrai que les autres s'appuyaient sur moi parce que j'avais ma personnalité et que je m'en foutais de l'État, je m'en foutais du ministre. On n'a pas à obéir à un ministre. Un maire, il n'a pas à obéir à un ministre. Le maire, il va obéir à des codes, le code de l'urbanisme, de la santé publique, de la construction, des marchés publics, de la compta, etc., mais pas un ministre. Mais il faut, des fois, être un peu couillu, quoi, pour aller voir un ministre en disant, bah non, vous me demandez de faire ça, mais je ne le ferai pas. Et d'engueuler le préfet au téléphone en lui disant, et ce que je lui ai fait moi au mois de novembre avant qu'on cesse toute relation, il me demandait de faire ce que fait mon successeur, de virer les gens. Il me dit, et vous verrez, j'enverrai des flics, il n'y aura plus un migrant sur la ville. Je lui dis, ouais, et puis c'est quoi la solution? Ils vont être où? Vous voulez qu'on invisibilise le problème? C'est exactement la politique de l'État aujourd'hui, mais moi je ne serais pas complice de la politique de cet État-là, vous ne me demandez pas ça. Donc si c'est ça que vous me proposez, je laisse le gymnase ouvert et on l'accueille. Et on a porté plainte en justice et l'État a été condamné au Conseil d'État à mettre en place des toilettes, des douches, des machins pour que les gens aient un minimum de dignité. Et c'est vrai qu'il faut un peu de personnalité, d'expérience pour tenir cette... Et quand le maire, il a pas ça et qu'il est, entre guillemets, faible, enfin il paraît faible devant les restes de la majorité, le reste de la majorité, elle se sent faible aussi. Par contre, dans la population, on verra dans un mois comment la population... moi, je reçois plein de messages, est-ce que c'est la majorité, pas la majorité, de gens qui sont malheureux aujourd'hui, de voir ce qui se passe. Alors, ce que je vous dis sur le bio, il n'a pas encore mis en œuvre, c'est des services qui m'appellent pour me dire ça. Le chef de la police municipale, il n'en peut plus aujourd'hui. Il ne démissionne pas uniquement parce qu'on risque peut-être de revenir dans un mois. Le chef des services techniques, il est dans le même état parce qu'on lui fait faire n'importe quoi aujourd'hui. J'ai lancé la construction d'un bâtiment dans une norme un peu environnementale c'est la norme cradle to cradle, donc du verso au verso. 83% des matériaux qui seront faits, dont sera fait le bâtiment seront d'origine naturelle et pourront partir naturellement. Donc et l'empreinte carbone sera la plus réduite possible. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet, il est en train de le casser pour faire en sorte qu'on revienne à la construction normale et qu'on soit plus dans ces... Alors que j'avais trouvé 80% de financement du bâtiment. Donc c'est même pas un problème de coût, c'est un problème de choix politique, d'orientation politique. Donc ça, moi c'est les services qui m'en témoignent, donc c'est pas un grand public encore. Donc, je vais le mettre sur la place publique, ça. Je vais faire des réunions publiques chez moi, là-haut, pour informer la population, parce que c'est mon devoir. Moi, la population m'a fait confiance à trois reprises, en confiant la dernière fois au premier tour, j'ai été élu alors qu'il y avait 6 listes en présence. Donc voilà, cette relation de confiance que j'ai eue avec eux, je vais leur rendre la confiance en leur expliquant la situation. Après, ils voteront en leur âme et conscience. Mais je leur dirai, moi j'ai été trompé, il a trompé beaucoup de monde, attention de ne pas vous tromper vous. Et puis on verra bien ce qu'il en adviendra. Avec la dernière question pour Damien Carême, parce qu'elle prenne son train. Je voudrais revenir sur l'intérêt de la régie publique de l'eau. En l'occurrence, le premier intérêt n'est pas de faire des économies sur les équipements. Au contraire, je dirais, c'est une gestion patrimoniale de ces équipements qui sera possible si l'argent de l'eau n'allait pas une partie du moins dans la poche des actionnaires. Donc la régie publique ne doit pas faire de bénéfices, mais l'argent de l'eau doit aller à l'eau. Donc le premier avantage, c'est qu'effectivement, la régie publique permet d'avoir une gestion pour les générations futures aussi. Alors, autre avantage de cette régie publique, c'est effectivement de pouvoir permettre, d'une part, effectivement, d'avoir 5 mètres cubes ou 15 mètres cubes d'eau gratuite, parce que l'eau, c'est la vie, comme l'a dit Daniel Mitterrand, et puis c'est aussi la possibilité de pouvoir faire une gestion différenciée.
C'est-à-dire qu'il est anormal. Actuellement, la régie Malouine de l'eau, donc la distribution de l'eau sur Saint-Malo, est une régie publique, mais un tout petit consommateur, 15 mètres cubes, paie son eau 2 fois ou 3 fois plus cher au mètre cube qu'un grand consommateur. Tout simplement parce que la part, alors on appelle ça part fixe ou abonnement, est extrêmement importante. Si les élus reprennent la maîtrise de cette gestion publique, à ce moment-là, ils pourront faire éventuellement des choix différents, à savoir de réduire cette part fixe et de permettre donc d'avoir un petit consommateur qui paie son eau pas cher et donc de faire des économies. On donne une chance à ta dernière question. Oui, merci pour cette chance, merci pour cette intervention. On voit bien à la fois quelque chose de positif, c'est que les maires, quand ils le veulent bien, ils ont énormément de pouvoir. On le voit en Alsace aussi, ou Gerstheim, ou Daniel Puef, ou vous-même. Et puis en même temps, ce qui est catastrophique, c'est de se dire que quand la personne part, la politique peut changer complètement. Mais bon, enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut faire énormément de choses quand on est élu. Alors moi, je voudrais simplement poser une question juste toute bête. Est-ce qu'un maire peut refuser la 5G sur son territoire? Ouais. Je crois qu'on ne pourra pas parce qu'il prendra le train, il a bien carré. Juste sur la 5G, je vais intervenir dessus parce que c'est en plein au Parlement européen, en plein débat là-dessus. Il faut l'interdire. Donc le maire, ça dépend. Alors, je me souviens plus exactement. Moi, on autorisait des antennes de radiotéléphonie sur les villes, donc il y a une démarche administrative à remplir par l'opérateur, en fait, et le maire doit signer les papiers. Je ne sais plus si c'est pour rajouter des choses sur des poteaux existants ou si c'est quand il rajoute des poteaux quelque part. Et je ne sais plus, il faudrait que je retrouve la réglementation, que j'appelle mes copains pour qu'ils me disent, mais en tout cas je suis en train de regarder parce que j'étais à Nantes avant-hier, et à Nantes ils sont en expérimentation de la 5G, il y a au moins 27 antennes de 5G déployées sur Nantes, il y a des voitures, parce qu'en fait il n'y a pas de marché. J'ai eu une étude à l'Europe, puisque je fais partie d'une commission dans laquelle on parle de la 5G, et il y a eu un bureau d'études qui a rendu une étude européenne, il n'y a pas de marché pour la 5G, il n'y a pas de demande des consommateurs. C'est que de l'industrie qui demande. C'est tous les objets connectés. C'est la voiture sans chauffeur, en fait, qui arrive demain. Et c'est que pour ça, c'est pour avoir un débouché économique, pour que les entreprises revendent des trucs. Mais nous, on n'en a pas besoin. Donc, il faut mettre 10 fois plus d'antennes pour couvrir le territoire. Ça va être que dans ville. Il y a juste un souci, c'est qu'en fait, quand vous mettez un arbre, ça tue les ondes. C'est tellement puissant, et donc ça veut dire que comme ça sera en ville, vous n'aurez plus d'arbres en ville. Enfin, il y a des vraies questions qui sont en train de se poser. Ça grille, parce que c'est des micro-ondes, ça grille la biodiversité. Les problèmes sanitaires derrière sont... il faut à tout prix imposer un moratoire sur ça. En tout cas, il faudra se positionner de manière très forte. Nous, on va commencer à faire de la communication avec Michel Rivasi, qui est très sur les sujets sanitaires au Parlement européen. On va faire une grosse communication sur attention, on va nous vendre un truc dont on n'a pas besoin et qui va générer plein de problèmes derrière. J'ai entendu dire hier, il y a des études qu'on doit envoyer, que ça aurait même, nous, des incidences sur comment on va observer la Voie lactée la nuit. Parce que ça créera des systèmes d'ondes derrière, et que c'est vrai qu'ils veulent, comme ça fera beaucoup d'antennes à mettre par ailleurs, ça sera des diffusions par satellite. Et donc il y a vraiment aujourd'hui, c'est un truc très obscur et sur lequel on n'a aucune avancée. Et en attendant, surtout, arrêtons les bêtises. Arrêtons les bêtises.